Faut que juste tu parles un peu plus fort que tout à l'heure. D'ailleurs, tu m'as dit... Oui, mais finalement, je pensais pas que tu parlais comme ça. Bon, moi, je vais parler plus fort. Quand tu me parles, tu parles... Non, c'est pas là, je te parle pas, là, Je t'invective. Invective-moi pendant 1 heure. Ok. Bah, tu me fais un signe si je parle pas assez fort. Comme ça. Arrête de me toucher. Voilà, tu parles mieux. Ouais, ça démarre bien, en tout cas, c'est plaisir. Allez, on va démarrer. Allez. Attends, j'ai pas mis mon minuteur. Moi, je l'ai lancé, ça fait 36 secondes qu'on fait rien. Oh là là. On est tellement efficace. Hey, tu devrais faire un bêtisier, t'y as pensé ou pas des... Et toi, tu regardes pas nos émissions. Bonjour à tous, on est heureux d'être avec vous encore pour cette nouvelle émission d'À propos et on est dans une émission un petit peu spéciale déjà au niveau des invités parce que on est 2 couples qui sont représentés. J'ai avec moi Estelle qui est là et qui stresse pas du tout, ça va bien se passer Estelle, ça va vraiment tu vas rayonner dans cette émission par tes interventions tout à fait à propos justement par rapport à notre émission. Ça va ? Ça va, un peu stressée comme tu le disais mais ça va, c'est Anna. Ça devrait le faire normalement. Ça veut dire quoi c'est Anna? Mais que moi. Cœur sur toi. Et justement, l'autre couple d'en face qui est en face de nous, c'est Simon qui est toujours là et accompagné de sa chère et tendre Anna. Vous ne savez pas à quel point ils savent se démontrer de l'amour, c'est quelque chose de ouf. On l'a vu en off tout à l'heure. Bon, alors du coup Simon, profite de ces quelques minutes pour parler, puisqu'après donc on va consacrer cette émission au parcours de ton épouse, donc oui. Annabella. Anna, comment tu vas ? Bah ça va bien, un peu stressée. Moi j'ai plus de raisons d'être stressée qu'Estelle, mais... Oui, mais Estelle a cette fâcheuse tendance à tout ramener à elle. Il commence. Là, en tout cas, c'est à propos de ce que Jésus a fait donc dans ta vie. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui nous rejoindraient, qui connaissent pas cette émission, on parle donc de ce que Jésus a fait dans la vie des gens qui sont ici, déjà autour de cette table, mais en particulier aujourd'hui à propos de ce que Jésus a fait dans la vie d'Anna, de là où il l'a sorti et puis là où il l'a amené aujourd'hui. Dans un foyer sain avec Simon. Amen. Voilà, bravo. Vous avez déjà le spoil de la fin. En fait. Eh ben écoute, avant d'en arriver à la fin, il y a eu tout un cheminement par rapport à ta vie, Anna, et donc tu m'as envoyé 4 pages de témoignages, donc il y a de quoi dire, mais donc toi, tu as vraiment une vie que tu arrives à séquencer en étapes, et donc tu as appelé la première étape de ta vie un peu ce qui concerne la petite enfance, de tes 0 à 6 ans environ, et donc d'un contexte dans ton foyer où on va dire la place de Dieu est très secondaire, très éloignée, malgré une famille qui est quand même croyante, en tout cas qui se dit croyante. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait, moi je grandis dans un foyer où effectivement, moi mon père c'est un catholique convaincu. Plus jeune, il était enfant de cœur, et ma mère elle a grandi dans un foyer protestant. Par contre, dans le foyer, Dieu il a pas tellement, au quotidien il n'a pas tellement d'existence, on n'en parle pas forcément. Par contre, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai entre 4 et 6 ans, ma mère, elle a une santé qui est très fragile et elle va souvent être hospitalisée. Et dans ce cadre-là, il y a donc la famille de mon père qui est plutôt qui fréquente les églises évangéliques. Elle va beaucoup être là à l'hôpital avec ma mère, elle va prier, ils vont chanter des louanges en portugais, donc je ne comprends pas grand-chose. Oui, parce que tu es d'une famille angolaise, donc voilà. Ça parle en portugais. C'est ça. Et alors je comprends que ça parle de Dieu, mais en tout cas ça apporte vraiment une atmosphère, enfin il y a quelque chose de sécurisant, en tout cas je vois comme une sorte de protection. Par contre, pour moi c'est vraiment le Dieu dans l'hôpital, de la maladie, mais pas dans la maison. Ok, donc finalement, est-ce que tu qualifierais ce moment-là comme une première graine qui vient d'être plantée dans ton cœur au niveau de la foi ? Oui, parce que quand même, j'entends vraiment parler de... Enfin, j'entends. En tout cas, je sais qu'il y a un Dieu, je sais qu'il existe. Ouais. Et qu'il peut répondre. C'est ça. En tout cas, dans la maladie, il est présent. Ok. Et donc, finalement, ton rapport à Dieu à ce moment-là, c'est on vit notre vie et en cas de coup dur, on peut toujours s'adresser à Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça parce que... Bon, après... Au fil de ma vie, enfin, je vais
avoir certaines difficultés. Et c'est vrai qu'à chaque difficulté, je ne connais pas le nom de ce Dieu en fait, hein, je ne sais pas qui il est, mais je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui est suprême et qui peut entendre mes prières en fait. Donc ça, c'est finalement ton premier rapport à la foi, aussi ton premier rapport à une première épreuve finalement, qui va précéder de nombreuses autres, de ce que j'ai pu lire. Et puis on se connaît maintenant depuis un moment. Hein. Mais donc voilà, tu vis dans ce contexte-là, et puis après tu as une enfance au sein de ce foyer où, comme tu l'as dit, Dieu est extérieur au foyer, ce qui veut dire que le foyer est aussi livré à lui-même, et donc livré aussi à plein de dysfonctionnements internes avec lesquels tu vas grandir, et notamment pas mal de points sur le rejet. T'es né au sein d'une famille où t'es pas la seule fille, t'es pas la seule enfant, vous êtes une famille nombreuse, vous êtes combien, 6, c'est ça? On est 6 enfants, je suis la 5e. Et moi, je reste longtemps là, la dernière. Hein. Ma petite sœur est née. Pendant longtemps, t'es la 5e et la dernière. Voilà, pendant longtemps. Et en fait, au sein de ce foyer, en fait, moi, je ressemble à personne. Et en fait, on va me le faire comprendre très rapidement. Je suis une enfant très énergique. J'aime bien tout ce qui est du type masculin. J'ai un fort caractère, et en fait dans la culture africaine, une fille, ça aime les trucs de fille, c'est très calme, c'est très douce. Donc, en gros, t'es un peu un garçon manqué, je réponds pas, voilà. Et moi en fait on va me qualifier de garçon manqué et surtout de sauvage. Et à côté de ça, il y a quelque chose que encore aujourd'hui je trouve assez étonnant, c'est que en fait dans ma famille, donc physiquement je n'ai pas les mêmes traits, mais je suis plus claire de peau que les autres. Okay. Et on va me qualifier de la blanche tout le temps. La blanche tout le temps, mais un peu plus tard, donc il y a l'essor des crèmes éclaircissantes, tout ça, là je deviens trop noire en fait. Donc je comprends pas ce problème avec ma peau. Il y a aussi le fait que j'ai pas la silhouette type de l'africaine, j'ai pas de forme, je suis très fine. Et donc très rapidement on va me qualifier d'anorexique. Mais c'est plutôt une moquerie. Hein. Et là en plus on est dans une période entre guillemets, où tu es encore en train de te former, finalement, même au niveau de ton métabolisme, parce que tu as entre 6 et 12 ans, là, là vraiment, ces termes, en fait, qu'on va poser sur moi, ça arrive vraiment, j'ai peut-être encore 5-6 ans, ça commence à cet âge-là, en fait. Et donc, je grandis avec ça. Est-ce que tu vis ça comme quelque chose qui te définit, ou juste comme des étiquettes qu'on te colle dessus, dont toi, t'as pas spécialement envie? En fait, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on m'en veut pour quelque chose sur lequel j'ai aucune j'ai pas de contrôle. Enfin, je maîtrise pas. Enfin, ce à quoi je ressemble, j'ai plus rien. Et je vais le vivre comme c'est l'identité qu'on va me donner. Je suis une sauvage, je suis un garçon manqué. Je suis un garçon manqué, donc je suis pas une fille jolie. Voilà, j'ai pas les formes, je fais pas partie de. Tu réponds pas au canon féminin. C'est ça en fait, je suis pas des leurs en fait. Ouais, donc vient ce sentiment de rejet. Est-ce que tu essayes de te conformer à l'image qu'on t'a donnée, ou qu'on essaye de te mettre sur les épaules, ou est-ce que tu essayes de tout faire pour t'en éloigner à ce moment-là? Je pense que j'ai plutôt m'y conformer. Je pense, malgré moi, je pense pas que je me rends compte à cet âge-là, mais j'ai plutôt m'y conformer parce que je pense que voilà, je suis une sauvage. Et en fait, ce côté-là, en fait, ça va. Je vais devenir très timide en fait. Je vais me replier sur moi-même. Et le souci, c'est que je me replie sur moi-même, je parle beaucoup moins. Et autant dans la famille, dans ma vie sociale, même dans la scolarité, c'est quelque chose qui devient très compliqué parce que quand je vais essayer de m'affirmer ou de prendre ma place, tout de suite c'est trop en fait. Je sais pas comment me défaire de cette image qu'on a posée sur moi. Et donc voilà, je vais être mise de côté encore plus, beaucoup par les enseignants. Ça va être, voilà, j'en fais trop. C'est trop excentrique. C'est pas que ta famille, quoi. C'est même les gens que tu connais pas, enfin pas tes proches aussi. C'est ça. En fait, ça sort adultes, même du cadre familial. Et c'est vraiment les adultes en fait. Et donc c'est pour ça, pour moi l'adulte, c'est lui qui sait en fait. Donc s'il me définit comme tel, je suis ce qu'il dit. Ok. Ouais, c'est perturbant. Hein. Ouais. Ce qui fait que en fait, ton énergie qui aurait pu être une force pour toi, c'est devenu un problème. Oui, c'est devenu un problème. Tu le sens comme ça, alors? C'est vraiment un problème parce que
on me fait comprendre que je dois pas être comme ça. Et en fait, je vais toujours tout garder pour moi. Et quand, par exemple, je vais m'approcher d'une personne, même un enfant, j'ai tellement peur de le faire fuir par cette énergie qu'on dit qui est négative, que je vais devenir je vais être timide, je vais pas parler. Même quand on me parle, en fait, je regarde à côté, ou alors je suis muette, et donc les gens me trouvent hyper bizarre, en fait, ils comprennent pas. Par contre, quand je veux vraiment sortir, bah là, j'en fais trop, c'est extrême. Ouais, t'arrives pas finalement. Je sais pas gérer. Comme t'as pas spécialement ton identité propre, ou en tout cas t'as du mal à te construire toi en tant qu'Anna, t'as toujours ou t'en mets pas assez ou t'en mets trop, et du coup l'équilibre à trouver est pas simple, quoi. Oui, c'est ça, j'en mets trop. T'as l'impression que ça plaît jamais aux gens, en fait. En fait, ça plaît pas, mais je le vois parce que, surtout à l'école, parce que les enseignants, ils comprennent pas. En même temps, ils savent pas ce qui se passe chez moi, ils ne comprennent pas, mais ils font pas l'effort de me comprendre. C'est-à-dire que pour eux, si j'en fais trop, je suis trop dangereuse, ou alors je suis trop influente, mais dans le sens où je tire les autres vers le bas, en fait. Je les amène à avoir une mauvaise énergie. Et donc, je suis mise de côté par les enseignants, et je me rappelle même d'un épisode, je suis en CM1, et en fait, j'ai une envie pressante. En fait, je suis en classe, j'ai envie de aller aux toilettes, et je lève la main parce que je sais que si je lève pas la main, je vais me faire recaler. Je lève la main, l'enseignante, elle me jette des regards, elle me donne jamais la parole, mais elle donne la parole aux enfants qui sont autour de moi. Et ça se voit, je suis en train de bouger, j'ai envie d'aller aux toilettes, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me fais dessus. Je peux plus attendre, et j'ai une amie qui s'inquiète et qui lève la main. Et là, l'enseignante lui demande qu'est-ce qu'elle a, et donc elle l'interpelle sur je suis pas bien, quoi. Et l'enseignante, plutôt que de venir vers moi, elle m'expose devant tous les enfants, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper humiliant. Mais c'était vraiment pas bienveillant. On sentait qu'elle m'aimait pas, clairement. Ouais, t'avais été prise à partie par l'enseignant. C'est ça. Et c'était beaucoup de ça, en fait. Tout au long de ton enfance. Même dans ma scolarité. Et tu l'as senti, étant donné que tu étais toute petite, tu sentais quand même qu'il y avait du coup quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que tu avais pleinement conscience, ou pour toi tu te disais bon, c'est comme ça, et puis est-ce que, je sais pas comment formuler ma question, mais oui, est-ce que tu avais conscience que ce que tu vivais, c'était pas juste, ou est-ce que tu te disais bon c'est tout, c'est comme ça, ça passera avec le temps, ou parce que vu que tu étais toute petite, parce que c'est moi, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas conscience que ce n'était pas juste. Je pensais que c'était juste comme ça qu'on devait me traiter. Okay. Ouais, donc tu avais normalisé ce rapport-là avec les autres, quoi. C'est ça. Ok. Dans le même temps, en parallèle, dans ton contexte familial, il va y avoir, donc tu l'as dit, jusqu'à maintenant tu étais la dernière, et puis vient l'arrivée de la petite dernière, qu'on connaît bien, qu'on embrasse. Et alors à ce moment-là, toi t'es dans une perte de repères aussi, parce que finalement ton identité de la petite dernière, finalement tu deviens une enfant parmi tant d'autres dans la famille, et tu vas mal le vivre, et tu racontes un événement qui, moi j'avoue, m'a surpris, voire un peu choqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors donc effectivement je suis la dernière pendant quasiment 7 ans. Et un jour, mon père vient me chercher à l'école. C'est très rare qu'il vienne me chercher parce qu'il est chauffeur routier, donc il est jamais là. Et là, il a un temps pour moi et il est hyper content. Il me dit viens vite, j'ai une surprise. Donc moi, je suis hyper excitée. Et donc on arrive à l'hôpital. Ma mère, elle est dans un lit et il y a un bébé. Je suis ok. On me présente ma petite sœur et franchement, c'est un moment qui me déstabilise parce que j'ai aucun souvenir de la grossesse de ma mère. Peut-être dû au fait qu'elle était hospitalisée par moment. Et on m'a jamais préparé en fait à cette naissance. Et donc, moi, je ressens aucune joie vraiment, juste de l'incompréhension. Ok, j'ai une petite sœur. Et en fait, donc là, progressivement, toute l'attention que je pouvais recevoir en tant que petite dernière, en fait, va se porter sur ma petite sœur. Il y a des gens qui viennent du sud de la France, d'Allemagne, du Portugal. Tout le monde vient la voir, c'est la petite merveille. Et moi, on va me refuser. On va refuser que je m'approche d'elle parce que je suis trop sauvage. Donc voilà, je suis exclue. Et donc en fait, ça fait naître vraiment une haine en fait envers cette. J'imagine au départ de la jalousie. Et voilà, de la jalousie. Et après, cette jalousie, en fait, elle va se transformer en haine. Voilà, elle n'a rien demandé, la pauvre, mais voilà. Et un jour, je profite de l'inattention de ma maman.
voilà, un petit moment d'inattention pour me faufiler dans la chambre de mes parents. Et je vais mettre des jouets et des peluches en fait, sur la tête de ma petite sœur. C'est un nourrisson. Hein. Mon objectif, il est très simple, c'est qu'elle s'étouffe. Je veux qu'elle disparaisse en fait. Mais tu le fais consciemment à ce moment-là? Ouais, c'est conscient. Vraiment, je veux qu'elle disparaisse. Et Dieu merci, ma mère, elle arrive dans les instants, enfin quelques secondes après. Elle s'énerve un peu. Enfin, je comprends hein, qu'elle s'énerve, honnêtement. Même moi, je me serais mise en colère, mais elle s'énerve. Mais voilà, après, elle me demande pas ce qui m'arrive. Voilà, voilà, elle repart et puis c'est tout. Quoi. Pour elle, c'était juste un acte normal de ta part, vu que de toute façon, t'es l'enfant sauvage de la famille. Quoi. Donc, ouais, c'est quand même, je trouve que c'est quand même fort, parce qu'on parle finalement d'une tentative de meurtre. Alors on le dit en souriant, parce qu'aujourd'hui, que je conscientise en plus hein, à cet âge-là. Ouais, mais enfin, là, aujourd'hui, ça c'est choquant, etc. Mais nous, on sait qu'avec ta sœur, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et que, voilà, t'essayes pas de la tuer tous les 4 matins. Je t'aime, ma sœur. Mais à ce moment-là, du coup, ouais, il y a quand même une rupture avec tout le reste du cocon familial qui est quand même assez forte, qui se matérialise dans des actes quand même assez extrêmes. Toi, est-ce que tu alors, tu le c'est conscient, mais est-ce que tu saisis que c'est quand même une extrémité en termes de haine, de rejet, de tout ça? Est-ce que tu saisis qu'il y a quand même quelque chose qui est très instable chez toi à ce moment-là? Chez moi personnellement ou dans le foyer? Les deux. Alors chez moi, je le saisis pas parce que la notion de la haine, je l'ai pas encore. Vraiment. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 6 ans, presque 7 ans. Ouais. Donc c'est quand même vachement jeune. Hein. J'ai pas conscience de ça. Par contre, ce que je vis en tout cas n'est pas normal. Après, je sais pas ce que les autres vivent. En vrai, moi, je suis concentrée sur moi à cet âge-là. Mais ce que je reçois, c'est pas ce que je devrais recevoir. Ça je le comprends. Et du coup, t'avais vraiment aucun lien avec tes autres sœurs? En fait, le lien était compliqué parce que je suis la 5e, mais avec ma sœur aînée, j'ai 4 ans d'écart. Puis ainsi de suite, avec le plus grand, j'ai 10 ans. Donc il y a déjà un gap en fait, qui est créé. Moi, j'ai une sœur qui me critique toujours sur mon physique et une autre qui est très, très agressive. Alors, je peux pas savoir pourquoi, voilà, elles ont leur parcours. Mais sinon, je m'entendais bien avec mes frères parce que c'était les seuls qui... je ne parlais pas de mon physique, c'est les seuls qui s'intéressaient réellement à ce que j'étais, en fait. Et du coup, je passais beaucoup de temps avec eux, quand même. Et alors, finalement, cet extrême-là qu'on vient de voir dans l'acte, c'est aussi j'allais dire un rejaillissement de ce qui se passe dans le foyer, parce que tu dis que dans ton foyer est quand même vachement marqué par la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Tu as parlé de toutes les remarques qu'on te faisait sur ton physique, etc. Mais donc, tout le foyer, il y a un climat de violence qui est là, qui est assez permanent, quoi. Oui, c'est ça. Alors, moi, au début, c'est vraiment de la violence qui est verbale. Voilà. Et puis, un jour, la violence physique, elle entre dans le foyer. En tout cas, c'est la première fois que moi, je la vois. C'est un soir avec mes frères et sœurs, on entend mes parents se disputer violemment dans le salon. Et en fait, c'est très brutal. Enfin, il y aura des coups. À tel point, il y a la police, les pompiers qui interviennent. Ma mère est hospitalisée, mon père est en garde à vue. Et en fait, à partir de là, mes parents vont quand même rester ensemble encore un moment. Enfin, on n'a aucune explication sur la scène violente dont on a été témoin. Mais mes parents vont rester ensemble, mais là, les disputes vont s'intensifier, elles vont être un peu plus fréquentes. Moi, je vois ma mère qui est de base une femme très douce. Elle devient très triste, très colérique. Et mon père, il est très très froid, très dur. Il a un peu cette allure de dictateur. Et puis, un jour, ça explose encore dans la violence, et puis il prend la porte. Et en fait, ma mère, je ne sais pas ce qu'elle a pu vivre dans ce contexte-là, dans son mariage, mais elle va devenir encore plus colérique. Et cette colère, en fait, elle va se porter sur ses enfants. Donc d'abord l'aîné. Et donc l'aîné... donc moi, je vais être témoin un jour, ils vont se disputer très violemment. Et elle va le mettre à la porte. Donc moi, je suis la seule enfant témoin de ce qui vient de se passer. Il a 17 ans, moi j'ai 7 ans. L'année suivante, une sœur
qui suit le même chemin, de la même façon. Encore une fois, je suis la seule qui est présente et qui voit ça. Et après, voilà, pareil pour les 2 autres qui suivent, entre 16 et 17 ans. Et encore une fois, je suis la seule et c'est extrêmement violent, autant dans les mots que dans les actes. Et à ce moment-là, quand la dernière se fait mettre à la rue, moi j'ai 12 ans, et je commence à avoir peur en fait, parce que je me dis, un jour je vais passer par là en fait, certainement. Parce que c'est devenu systématique. Chacun de tes frères et sœurs, vers 16-17 ans, ils sont expulsés du foyer, quoi. Par ta mère. Oui. Donc on retrouve aussi cette notion de rejet que tu expliques depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la forme ultime du rejet, c'est-à-dire tu pars, je veux plus te voir, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Et donc forcément, toi qui déjà cherches l'attention, l'approbation, le fait qu'on te reconnaisse et qu'on s'intéresse à toi, j'imagine qu'à ce moment-là, tu rentres aussi dans une phase de dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça m'arrive pas et rester dans ce foyer. Ou peut-être pas, je sais pas. En fait, moi, si justement je vais rentrer dans cette... parce qu'au début, moi, je vais chercher à comprendre pourquoi. Voilà, je vais essayer de m'expliquer avec ma mère, mais en fait, c'est quelqu'un qui peut être très douce. Et en fait, dès qu'on va aborder le terrain familial, voilà, devient très hostile. Et dès que je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça, tout de suite, c'est si t'es pas contente, tu vas chez ton père. Donc déjà, je sais que si je la contrarie, elle me jette en fait. Donc je vais juste me taire en fait. Je vais me replier sur moi-même. Tu prends sur toi pour que ça arrive pas. Je vais beaucoup prendre sur moi en fait, pour que ça arrive pas. Et en fait, ce repli sur moi-même en fait va m'amener à petit, je vais me diminuer et je vais tomber dans l'anorexie en fait. Progressivement, je ne m'en rends pas forcément compte, mais je vais m'alimenter. Je vais plus contrôler mon corps parce que c'est le seul endroit en fait sur lequel j'ai encore la main en fait. Tout ça je le comprends pas encore, hein, mais je mets pas de mots sur ça. Mais je disparais en fait. Ouais, t'essayes de t'effacer le plus possible de manière à pas être une gêne dans le foyer, à être... avoir une paix, quoi. Avoir une paix familiale. C'est ça, oui. De surface, en tout cas. Je vais disparaître un petit peu. Et en fait, à côté de ça, donc moi, quand même, j'essaie d'entretenir un lien avec mes frères et sœurs, malgré tout. Parce que, en fait, ce que ma mère fait, ça va aussi créer une forme de... Ça va créer de la division dans la fratrie, parce que je pense qu'elle est très blessée par ce qu'elle vit avec mon père. Parce qu'en fait, mes parents sont séparés depuis tout ce temps, mais ils ne sont pas encore divorcés. Oui, donc c'est vraiment... C'est comme s'il y a un processus qui était là et auquel on n'a jamais mis fin, quoi. Oui, c'est ça, c'est très long. Et entre-temps, j'ai mes frères et sœurs, ils vivent des difficultés, donc ils reviennent dans le foyer, mais ça se passe très mal, donc ils repartent. Ils reviennent et repartent. Et mon père aussi, il est chauffeur routier, donc entre 2 trajets, il va revenir rester une nuit et repartir. Et pour moi, c'est trop flou en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Quand tu dis rester une nuit, c'est-à-dire dormir avec ta mère ou non, dormir ils dans le dorment salon? pas ensemble. En fait, ils dorment pas ensemble. Ils dorment sur le canapé, mais en fait, quand ils se parlent, c'est comme si tout allait bien entre eux. Mais quand il n'est pas là, ma mère, elle a une telle colère envers mon père qu'elle va nous dire tout ce qu'elle peut et tout ce qu'elle veut pour que on prenne parti en fait pour elle. C'est quelque sorte, c'est une sorte de manipulation affective, mais elle le sait pas. Mais alors qu'on n'a pas forcément à être au milieu de ce conflit-là. Mais elle décrit mon père comme une personne horrible en fait, qui lui fait du mal, qui la fait souffrir. Et quand il est là, tout va bien. Donc, je comprends vraiment pas ce côté-là. Et donc, je vis là-dedans. Et donc, donc j'essaie de garder ce lien avec mes frères et sœurs, malgré... parce que voilà, chacun essaie de prendre parti, en fait, pour le parent qu'il veut. Mais ils sont aussi victimes un peu de cette manipulation. Et donc, avec moi, ils vont répondre la même chose. Parce que je suis la seule enfant qui parle avec tout le monde. J'ai quand même ce désir de garder un lien et, je sais pas, d'être comme le pont, en fait. C'est celle qui fait le pont. Sauf que, avec moi, ils vont beaucoup me manipuler, en fait. Ils vont me demander peut-être d'espionner les autres, de faire passer des messages, des choses comme ça.
Et moi, je vois ça comme de la loyauté. Et en même temps, je me dis, si je le fais pas, en fait, ils vont me rejeter peut-être. Enfin, je suis toujours dans la peur. Ouais, tu trouves finalement une forme d'identité en te disant je suis l'entremetteuse. Voilà, je me sens utile aussi. Tu te sens valorisé presque. C'est ça, vu que tu as été rejetée tout le temps, tu te dis c'est peut-être enfin le moment pour moi de m'affirmer. C'est comme ça que je prends ma place en fin de compte. Mais je le vis très très mal en fait, cette situation. Et à toutes les fois où je vais vouloir m'exprimer à ce sujet-là, mes frères et sœurs vont me dire nous on l'a supporté, alors il faut que tu supportes en fait. Et en fait ça me brise parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une manque de compassion quelque part. Il n'y a pas une envie de m'extraire en fait de cette situation-là. Donc en fait je vais plus être en colère contre eux au final et essayer de m'éloigner d'eux. Là tu comprends pas que tes frères et sœurs ils ont vécu aussi un peu la même chose, peut-être pas la même histoire que toi, mais qu'eux aussi, ils n'ont pas vécu une enfance qu'on pourrait dire heureuse. Ils ont eu aussi ces problèmes-là, mais ça, à ce moment-là, tu n'as pas le recul nécessaire pour le comprendre aussi. Non, enfin, moi, j'ai pas le recul nécessaire. En fait, moi, je suis vraiment centrée sur moi. En fait, tout ça, ça va se passer entre mes 12 et 16 ans. Donc, j'ai pas le recul nécessaire. Je suis vraiment centrée sur moi et j'essaie... Enfin, moi, je veux juste m'en sortir, en fait, de cette situation-là. Eux sont déjà sortis, enfin, en tout cas du foyer, mais il y a quand même une emprise. Oui, et puis ils sont rentrés dans une vie de jeune adulte. Voilà, ils sont déjà adultes. Mais non, moi je le comprends pas. C'est pas que je veux pas le comprendre en fait, c'est que je suis pas pas le recul. J'ai pas le recul nécessaire pour comprendre ça. Et du coup, le lien que, enfin, tu parlais par rapport à ta petite sœur. Là, tu nous dis que du coup, tu as 12 ans. Est-ce que tu as réussi du coup à créer un lien avec ta sœur ou pas du tout? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas parce que, en fait, c'est une grâce pour elle, mais elle vit pas ce que ma mère, elle nous fait vivre, en fait, pour l'instant. Elle est très petite et elle est encore, voilà, dans une bulle, en fait. La petite enfance, c'est la petite enfance. Donc, elle, voilà, je pense qu'elle aura vécu ces choses, qui sont propres à elle. Mais elle les a peut-être vécues d'une façon différente, tu vois. En spectatrice. C'est ça. Mais du coup, moi, elle ne m'intéresse pas parce que... non, mais déjà, on a quasiment 7 ans d'écart aussi, donc moi, je suis dans une autre saison et tout. Et en plus de ça, très souvent, on va me forcer à sortir avec ma petite sœur, en fait. Je sors avec mes copains, ah bah prends-la avec toi. Donc en fait, tout le monde, je crois, non. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un petit frère qui a qu'un an de moins que moi, donc on avait les mêmes potes et tout ça, donc ça va, mais c'est vrai qu'entre une enfant qui rentre au CP et puis une qui rentre en 4e, bon, oui, c'est compliqué. Déjà, j'en veux pas de base, mais on me l'impose aussi, donc je peux pas aussi avoir quelque chose qui m'est propre en fait. T'as pas ton cercle d'amis, t'as pas tes activités, tes loisirs, tes hobbies. Ça. Il y a toujours un mélange avec un frère ou une sœur ou quelque chose où c'est pas à toi, quoi. C'est ça. Bah écoute, dans le même temps, tu décris aussi que, alors il y a les conditions du foyer qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi les conditions matérielles qui se dégradent aussi. Est-ce que c'est une conséquence aussi à la séparation de tes parents? Ouais, en fait, alors mes parents étant séparés, ma mère elle est mère célibataire, donc avec 2 enfants officiellement à charge, parce qu'entre-temps il y en a qui viennent, qui repartent. Mon père, lui, il est beaucoup moins présent. Il n'habite pas à côté, son travail, il est prenant. De temps en temps, il peut faire des courses, mais il est vraiment... Et puis il refait sa vie aussi. Entre-temps, ça je l'apprendrai plus tard. Mais ma mère, elle galère en fait. Elle galère, et puis elle a toujours cette santé qui est très fragile. Et donc, on finit par vraiment vivre dans la précarité. Il y a envie, on est infesté de cafards. C'est vraiment, je soulève le matelas, il y a 100 cafards qui essaient de trouver un point d'ombre. Je joue le Nesquik, il y a des cafards qui sortent. Enfin, vraiment, c'est hyper relou. Pendant 4 ans, on n'a plus d'eau chaude, plus de chauffage. Il y a des coupures d'électricité qui sont très fréquentes. On survit grâce aux épiceries solidaires. À un moment, le secours populaire aussi. Donc voilà, quelque part, ça va aussi générer une forme de honte aussi dans le foyer, à l'extérieur, parce qu'on ne veut pas parler de ça. Mais toute cette situation-là, ça met le foyer, il est sous tension en fait. Parce que ma mère, elle essaye de s'en sortir, mais elle voit qu'elle n'y arrive pas. Elle ne reçoit pas beaucoup d'aide en fait de la famille.
Et en fait, dans cette situation-là, voilà, moi je sais que, moi je suis en souffrance, ma petite sœur, je sens qu'elle commence aussi à en souffrir aussi. Et ma mère, en fait, le discours que tient ma mère à l'extérieur du foyer, c'est comme si c'est nous, ses enfants, qui avons rendu sa vie difficile. Et donc, elle vous fait peser sur vos épaules le poids de la situation actuelle. Et même parfois, elle va nous le dire, en fait, dans ses accès de colère. Si vous n'étiez pas là, ça me serait jamais arrivé. Mes parents, je n'ai jamais fait subir ça à mes parents. Donc, on devient responsable malgré tout. Mais surtout, du coup, l'image qu'on renvoie aux gens, elle est très négative. Les gens nous regardent avec dureté parce qu'on est des sales gosses, en fait, clairement. Donc voilà, on en est là. Et en parallèle de ça, voilà, la famille très chrétienne du côté de mon père, eux, ils sont absents totalement. Ils apportent très très peu d'aide. Ils sont très critiques, en fait, sur la situation qu'on vit. Et en fait, parce qu'à un moment, donc c'est de mes 12 à mes 16 ans, et donc à mes 16 ans, on va se faire expulser de ce logement. Oui. On va se faire expulser de ce logement. Et, mais avant ça, mon père il tombe malade. Donc, en fait, tout se passe à la même période. Mon père, il fait un AVC. Mon père fait un AVC, j'ai 16 ans. Et en fait, une semaine avant qu'il fait son AVC, j'ai une discussion très compliquée avec mon père. En fait, je suis toute seule avec lui chez ma mère. Il est très en colère contre ma mère. Et moi, ce qu'il dit sur elle, ça me met dans une rage folle, en fait. Parce que je le trouve injuste. Et en fait, dans ma colère, je vais lui dire je préfère que tu sois mort. Et la semaine d'après, voilà, il fait un AVC, j'apprends qu'il est dans le coma. Et je m'en veux, vraiment. Je m'en veux parce que je pense que mes paroles dans ma tête, mes paroles sont responsables de ce qui lui arrive. Donc finalement, c'est comme si c'était toi qui l'avais mis dans cette situation de presque mourir, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais quelque chose d'intéressant qui va se passer, c'est que mes frères et sœurs et moi, il va y avoir un rapprochement autour de cette maladie. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Voilà, la famille, c'est important. Il faut en prendre soin. Donc il y aura, voilà, ça va durer quelques mois. Et puis pendant ce moment-là, je me rappelle, ma mère, quand elle était malade, m'étant prier. Et donc, je vais commencer à prier. Je vais demander à Dieu de sortir mon père de ce coma, de cette maladie. Je vais aussi lui demander pardon pour les paroles que j'ai dites à mon père. Et j'essaie de comprendre pourquoi toutes ces choses arrivent. Bon, j'ai pas de réponse. Mon père, il reste quand même hospitalisé 8 mois. Il a quand même de lourdes séquelles. Aujourd'hui, il est hémiplégique. Mais bon, voilà. Et dans cette maladie-là, finalement, la fratrie, elle va encore se diviser parce que, en fait, la famille du côté de mon père, déjà, elle va s'absenter. C'est des gens qui sont chrétiens de base. Et en fait, progressivement, ils vont s'absenter. Ils vont beaucoup être critiques, très critiques sur notre famille, très critiques sur mon père, alors qu'il est dans une situation quand même au lieu d'être un soutien et une aide, ils ont été vraiment absents complètement. Et en fait, pas du tout d'un grand secours. Voilà. Et en fait, encore là, mes frères et sœurs vont prendre parti, soit pour le côté de mon père, côté de ma mère. Et ils vont beaucoup reprocher à ma mère ce qui arrive à mon père, alors que voilà, elle y est pour rien. Et donc on va se reséparer à nouveau. Et donc voilà, donc pendant que mon père est encore hospitalisé, c'est là que vient cette expulsion. Et là, en fait, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment amené un point de rupture avec ma mère, c'est que
ma mère va partir avec ma sœur, mais elle voudra pas me garder. Donc finalement, c'est à ce moment-là que c'est ton tour qui Voilà, arrive, j'ai quoi. 16 ans et mon tour arrive. Et j'ai pas d'explication. J'ai beau lui demander, et voilà, elle me dit non. Et donc, je suis là à me débrouiller un petit peu seule. Donc, cette expulsion, elle arrive la première semaine des vacances d'été. Donc voilà, c'est aussi à l'abri des regards, voilà. Et donc, j'ai passé 2 mois chez mon grand frère. Puis après, à la rentrée, je vais devoir me débrouiller un petit peu toute seule. Donc, tantôt, d'une semaine à l'autre, chez une de mes sœurs, chez un de mes frères ou chez une amie de la famille qui nous héberge. Et jamais, en fait, la famille de mon père va proposer une aide. Et ça va vraiment me... Ouais, t'étais en attente d'une main tendue et finalement elle n'est jamais venue. Et en fait, déjà, alors avec ma mère, il y a vraiment une rupture qui se fait, même si, de temps en temps, elle prend de mes nouvelles. Mais moi, c'est pas ça que j'attends, en fait. J'ai besoin de ma mère, j'ai besoin d'être avec elle. Je suis encore une enfant, même si j'ai 16 ans. À 16 ans, on imagine bien que normalement... Et puis bon, ça va un peu me refroidir par rapport à la religion. Ouais. Je me dis, en fait... ma famille, du côté paternel, parlait, c'est toujours Jésus, l'église et tout. Et là, je trouve que c'est... Quand il y a besoin d'agir, voilà. Il n'y a plus personne. En fait, je trouve... en fait, c'est pas Dieu le problème pour moi, mais c'est vraiment les religieux. Mais alors, j'aimerais faire quand même un petit point là-dessus avec toi, mais là, on a parlé de plein d'épisodes de ta vie qui sont très factuels, très concrets. Et en début d'émission, on a dit que voilà, t'avais cette conscience d'un Dieu qui était lointain, mais sur lequel on pouvait compter, qu'on pouvait appeler en cas de coup dur. Et si on fait la liste de tout ce que t'as dit, t'as quand même énoncé plein de choses qui sont des coups durs. T'as parlé de ton anorexie, t'as parlé de ton père qui tombe malade, des problèmes financiers, t'as parlé des conflits au sein du foyer, etc. Tout au long de ton adolescence, donc de tes 12 à 16 ans, là, est-ce que tu as des temps où tu t'adresses à Dieu par rapport au coup dur? Et puis, alors, tu as dit aussi que tu t'es adressé à lui dans le temps où ton père était malade pour lui demander pardon pour tes paroles. Donc, tu commences à rentrer aussi dans une relation avec Dieu où c'est plus juste de compter sur lui en cas de coup dur, mais aussi par rapport à toi-même. Est-ce que tu le vis comme ça? Est-ce que tu as des temps avec Dieu? Ou en tout cas des temps où tu vas prier, où tu vas essayer de chercher le Seigneur dans ces moments-là? Alors oui, j'ai des temps. J'en ai pas. Je pense que j'en ai pas beaucoup, mais je vais en avoir quand je me sens vraiment acculée, en fait. Quand j'essaie de comprendre pourquoi je vis toutes ces choses-là. Je vais de temps en temps prier pour mon père, pour qu'il guérisse. Mais en fait... progressivement, mes prières, elles vont plutôt dans... Enfin, moi, dans ce que je vis, en fait, je vais chercher à disparaître, en fait. Donc moi, c'est plutôt, je vais demander à Dieu d'arrêter ma vie. C'est plutôt, je veux plus vivre comme ça, je veux plus souffrir. Donc je veux juste mourir, en fait. Donc voilà, c'est plus temps d'essayer de m'en sortir ou qu'il m'apporte une solution, mais c'est voilà, je veux quitter. Tu veux une échappatoire et que ça s'arrête, quoi. Est-ce que tu en voulais à Dieu? Tu penses inconsciemment pour ce que tu vivais ou pas spécialement? Tu essayais quand même de tu ne te sentais pas responsable de ça? Oui. Non, moi Dieu je l'en voulais pas parce que depuis toute petite, moi ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment un Dieu qui aime et qui est bon, en fait. Donc ça, depuis toujours, c'était inscrit dans ton cœur. C'était vraiment, pour moi, il pouvait pas, en fait, être le responsable de ce qui m'arrive. Pour moi, par contre, c'était les gens qui l'avaient mis dans ma vie qui étaient responsables. Donc non, je lui en veux pas. Mais, est-ce qu'à l'époque, je faisais cette différence? Je sais pas. C'est peut-être... Non, vraiment, je lui en veux pas. C'est vraiment les gens autour de moi. Et clairement, dans mes prières, je disais soit c'est eux, soit c'est moi, en fait. Tu les tues ou je meurs. Voilà. Donc on est dans un dialogue où finalement tu caches rien à Dieu. T'es sincère devant lui sans rien cacher. C'est-à-dire d'avoir vraiment toujours des pensées assez extrêmes quand même, soit envers les personnes, soit envers toi-même. Ouais. Et par rapport à ça,
il y a aussi toute la méfiance qui vient par rapport à ceux qui disent parler au nom de Dieu ou qui prononcent le nom de Dieu, etc. Et ça nous fait penser à nous forcément à ce passage dans Jacques qui dit mais non c'est Jean pardon qui dit n'aimez pas seulement en parole et avec la langue mais avec action et vérité, tu vois, ou de dire que notre foi se manifeste aussi par les œuvres qu'on fait. À ce moment-là, j'imagine que tu as une connaissance aussi beaucoup moindre de qui est Dieu et de ce que la Bible dit, mais du coup ces personnes là qui sont des représentants de Dieu finalement autour de toi, qui sont censés être des gens qui sont des témoins, sont finalement plus des faux témoins qu'autre chose pour toi. Ah, complètement. Ouais. Je vois pas l'amour qu'ils ont en fait. Entre eux, voilà, ils sont abondants en amour, mais en tout cas avec moi, avec ce qu'on vit, avec ma mère, en fait, ils manifestent pas cet amour-là. En gros, ils sont sélectifs, quoi. C'est ça. Il y a ceux qui méritent et ceux qui méritent pas. Oui, clairement. et puis moi, je l'ai beaucoup vu, enfin, j'en ai pas parlé, mais dans mon enfance, je les entends beaucoup critiquer ma mère. Ouais. Je me souviens d'une scène d'une violente où une de mes tantes, elle frappe ma mère, en fait, parce qu'il n'y a pas de contexte, en fait, comme ça, mais... Et donc, voilà, moi, du coup, pour moi, eux, ils n'ont pas d'amour, ou alors leur amour, comme tu dis, il est sélectif. Ouais. Donc tu distingues, en fait, Dieu et ceux qui parlent de Dieu. Oh, complètement, oui. Ouais. Et t'as pas trouvé quelqu'un qui parle de Dieu et qui vit ce qu'il dit, en fait, depuis ton enfance? Depuis mon enfance, non, ça je le verrai plus tard. D'accord. Et c'est étonnant que ça n'a pas changé ta vision de Dieu, en fait. Tu t'es pas dit, finalement, si Dieu est comme les gens qui disent, là, j'ai pas envie de ce Dieu-là, tu vois. T'es quand même resté attaché à cette vision de Dieu que les gens avaient, mais qui pratiquaient pas. Et je trouve ça vraiment étonnant dans le bon sens du terme, où je me dis comment on peut quand même rester attaché à Dieu alors que tous les gens autour montrent autre chose que la vie avec Dieu, quoi. Tu saurais pas l'expliquer? Non, je pense vraiment que moi, à ce moment-là, puis tout au long de mon adolescence, en fait, j'exprime pas ce que je vis. J'ai peur de dire ce que je ressens, et même quand je le dis, c'est pas compris, ou alors faut que tu supportes. Et donc la seule personne à qui je peux parler ouvertement, c'est Dieu finalement. Je suis convaincue qu'il m'entend. Bon, je reste quand même dans la galère, hein, mais je sais pas, j'ai cette conviction, voilà, qu'il m'entend. Je sais pas qui il est, hein, je mets pas de nom sur ce Dieu. Hein. Mais donc du coup, c'est pour ça que je m'accroche quand même, je garde quand même cette image positive de Dieu. Et donc dans le même temps, tu as évoqué le fait que voilà, ça y est, ton tour est arrivé, donc tu entres finalement dans des responsabilités d'adulte assez jeune, puisqu'à 16 ans, du coup, tu dois te soucier, au-delà de simplement aller au lycée, etc., tu dois te soucier de où je vais dormir ce soir, ou chez quel frère, chez quelle sœur, combien de temps ça va durer, etc. Et tu rentres aussi dans une forme d'errance, pas seulement juste... je vais dire de domicile, mais aussi d'une errance affective. En tout cas, c'est comme ça que tu le qualifies. Et ça va mener à une forme de dépendance et finalement la continuité de tout ce qui a été construit depuis ton enfance, de dire on me rejette, du coup il faut que je me conforme de manière à être accepté, de manière à être intégré et qu'on me reconnaisse finalement. Oui, c'est ça. En fait... Je comprends un peu mieux le système, on va dire. Hein. Les normes sociales, quoi. Oui, c'est ça. Et je comprends que ma personnalité est difficile. Et du coup, moi, je sais pas dire non. J'ai peur de dire non parce que si je dis non, on va me rejeter. Donc en fait, dans mes amitiés, je vais être très très lisse. Si on me blesse, je vais laisser passer, je vais être très tolérante, peut-être faussement, je sais pas, mais c'est parce que je veux pas qu'on me mette de côté. Je vais me conformer un peu à ce qui leur est conforme. J'ai aussi besoin qu'ils approuvent en fait ce que je suis. J'ai besoin d'exister en fait, et c'est vraiment dans mes amitiés que je vais exister. Et t'existes au travers de quoi? Juste le fait d'être
celle qui s'est intégrée dans le groupe et d'être là avec les autres, ou tu as une place particulière dans ton groupe d'amis? En fait, il y a ce groupe d'amis que je me fais, alors premièrement parce qu'on a une passion commune qui est la K-pop. Hein, c'était il y a 15 ans. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la K-pop, puisque je sais qu'on a toute tranche d'âge qui nous regarde, la K-pop, c'est donc le fait d'être fan de la culture populaire coréenne. Ouais. Voilà. Très bien. Donc sud-coréenne, évidemment. Et donc, voilà, c'est vraiment un grand cercle sur Paris. Et dans ce grand cercle, je me fais vraiment une bande vraiment d'amis intimes et avec lesquels... concrètement, on a beaucoup d'influence. Moi, j'ai un caractère très fort. Là, c'est la première fois qu'il apprécie. En fait, je me dis, finalement... c'est pas si mal. Finalement, c'est pas si mal, quoi. Et en fait, je suis appréciée pour cette dureté, ce caractère très, très fort. Mais en fait, j'ai un caractère fort parce que je me méfie des gens, en vrai. Je me méfie beaucoup des gens. C'est une carapace, quoi. Oui, c'est ça. Je me méfie beaucoup des gens. Je suis très très méchante avec les gens et ça, les gens ils adorent. Enfin, c'est très très bizarre. En tout cas, dans ton groupe d'amis. Oui, dans ce groupe d'amis, enfin les gens, oui, non mais voilà, oui, je veux bien. Mais les gens, ils aiment beaucoup en fait cette méchanceté. En fait, pour eux, j'ai du charisme en fait. Et moi, du coup, ça plaît, donc ça me plaît aussi et je vais continuer là-dedans. Et en fait, dans ce groupe-là, voilà, on fait beaucoup de commérage en fait. On va un peu. C'est un peu le principe de Gossip Girl. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Concrètement, les gens nous racontent des choses sur leur vie, très intimes. Et nous, en fait, on va diffuser ça sur. À l'époque, c'était Facebook. Hein. Donc, on diffusait. Mais vraiment, c'était des choses pas sympas, quoi. C'était vraiment. Le but était de détruire la réputation des gens, concrètement. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de rentrer dans du cyberharcèlement, quoi. Ah, carrément. Et en fait, moi, c'est quelque chose dans le... Enfin, je peux pas dire que j'aimais réellement ça. Je savais que c'était pas bien. Mais il y avait quand même, bizarrement, un sentiment de satisfaction, en fait. Mais il y a un sentiment aussi d'être au contrôle. Du coup, c'est la première fois aussi dans ta vie où tu as une identité, où c'est toi qui est t'as une forme de pouvoir, t'as une forme d'influence sur les gens, et puis de dire en un mot ou en une phrase, etc., j'ai le pouvoir de complètement briser la personne en face. Oui, c'est ça en fait. J'étais contente de pouvoir briser quelqu'un, et quelque part, j'étais plus la seule en fait qui souffrait. D'autres gens souffraient. Et voilà, ça me plaisait, ça plaisait aux autres. D'ailleurs, tu hérites d'un petit surnom qui est... Caraba, en référence à Kirikou. Comme dans Kirikou. Et concrètement, enfin voilà, c'était ça en fait. Hein. J'aimais pas les gens, je les détruisais. C'était une sorte de ma petite revanche en fait sur la vie. Sauf qu'à un moment donné, je sais que c'est pas bien. Je sais que je fais souffrir les gens et en fait, ça me fait souffrir aussi parce que. Moi, c'est pas, mine de rien, enfin, je grandis dans une famille qui est dysfonctionnelle, mais je reçois quand même des valeurs de mes parents, et ça va à l'encontre, en fait, de toute l'éducation que j'ai reçue. Et je sais que Dieu n'aime pas ça. Je n'ai jamais ouvert la Bible, mais je sais que Dieu est bon, et Dieu n'aimerait pas ça. Et donc... je vais me renfermer dans ce groupe-là. Ça va pas être bien vu parce que voilà, ils comprennent pas en fait ce que je suis en train de vivre en moi et je vais essayer d'exprimer en fait ce que je vis et de leur faire comprendre que c'est pas très bien, mais eux voilà, ils s'en moquent en fait. Hein. Ils sont dans leur truc. Oui, c'était pour ça qu'ils t'appréciaient. Donc d'un seul coup, tu veux plus. Mais moi, je suis plus intéressante pour eux en fait. Donc je vais m'extraire de ce groupe-là en fait parce qu'en fait, ça me détruit vraiment de l'intérieur. Et voilà, je vais arriver dans un autre groupe d'amis. Et finalement, alors avant qu'on passe à ton autre groupe d'amis, mais ça fait écho aussi à une autre phrase que ta mère va avoir. En tout cas, comme moi, quand j'ai lu ça m'a sauté aux yeux, parce que je me suis dit, finalement, c'est un peu le combat que tu as mené toute ta vie, sur toute cette phase de construction. Elle va te dire cette phrase-là qui est « de toute façon, qui va t'aimer ?» Alors, je passe peut-être l'épisode, parce qu'on a déjà beaucoup parlé et on va arriver vers la suite, mais alors que même que la relation, elle est déjà hyper compliquée avec ta mère et qu'elle est déjà conflictuelle, etc., elle te dit « mais de toute façon, qui va t'aimer ?» Et je trouve que c'est hyper
alors déjà c'est blessant, mais c'est hyper fort par rapport à toute ton histoire en fait depuis le début. Ça conditionne qui tu es et ça va conditionner aussi la suite. Comment est-ce que toi tu le reçois quand tu reçois cette phrase-là? En fait, je pense que c'est peut-être la pire phrase que ma mère elle ait pu me dire toute ma vie. Prends ton temps, t'inquiète. Parce qu'en fait, tout au long de ma jeunesse, en fait, moi, j'essaie de prendre une place en fait dans cette famille. Et tantôt, je suis convaincue que mes parents m'aiment pas. Puis après, je me dis bon, finalement, ils m'aiment quand même, tu vois. Mais cette phrase-là, elle vient juste confirmer que je suis pas aimée et que je suis pas voulue en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, tout ce que je vais essayer de construire, ce sera en rapport avec cette phrase-là. Je vais essayer un peu de contrer ce que ma mère vient me dire. Que ce soit dans le masque que tu portes avec tes amis, etc. Ça rentre c'est ça. Donc je vais beaucoup faire semblant tout au long en fait, même de mes amitiés. Je vais me faire un groupe d'amis du coup à la fac et je suis hyper contente parce que dans ce groupe d'amis, il y a deux chrétiennes catholiques et elles vont un peu m'initier, on va dire, à la foi. Elles vont beaucoup me parler du pardon, de l'amour. Elles me donneront des versets bibliques. Regarde, j'avais prévu. Merci. Comme quoi ton mari te connaît quand même. Ouais. C'était pour moi à la base. Et donc, ça va quand même me redonner espoir quelque part. Mais je suis toujours dans la méfiance en fait. Je connais les chrétiens. Voilà, en tout cas, tu connais ceux qu'il y a dans ta belle famille. Ceux qu'il y a dans ma famille. Et du coup, je me méfie toujours un petit peu. Et du coup, moi, dans le groupe d'amis, je trouve aussi ma place parce qu'on porte des valeurs assez similaires en fait. Je bois pas d'alcool. Ce que je pense est similaire. Mais bon, je bois pas, je fume pas, je sors pas, j'ai pas de copains à l'époque. Je suis pas dans les standards en fait de la jeunesse. À la fac, on est un peu dans tous les sens. Oui. Mais en fait, très rapidement, je me rends compte que ce groupe de copines chrétiennes, elles sont chrétiennes, mais elles vivent une vie aussi un peu... sont chrétiennes de nom, quoi. Voilà. Et moi, du coup, ça va me donner une fausse image de ce que doit être un chrétien. Je me dis, en fait, pour moi, elles sont exemplaires, ces filles. Donc, je vais les suivre dans ce qu'elles font. Je vais les suivre dans ce qu'elles font, petit à petit. Sauf que ma façon de changer leur déplaît. Ça les déplaît et... Quand tu dis ta façon de changer, tu parles de en fait, quoi? Ma façon de faire comme elle, en fait. Je vais commencer à boire de manière excessive, d'aller dans les soirées avec elle. D'être un peu désinhibé, quoi. Oui, c'est ça. Ça va les choquer. Et parce que t'es plus qu'elle ou En fait, avant, j'étais pas du tout comme ça. D'accord. Donc, peut-être que pour elle, c'était trop, en fait. Je pense que c'était trop. Okay. Et en fait, dans cette même période, en fait, il arrive un événement qui, pour moi, je pense, va accélérer les choses. Donc, il y a ce voyage que je vais faire à Londres. Et normalement, on devait partir ensemble avec mes copines, mais je sentais vraiment que j'avais besoin d'être seule et peut-être un peu de découvrir un peu qui j'étais, en fait. Ouais. Et donc je vais rester quasi 3 mois et très vite je vais rencontrer un homme, ça va être mon premier copain d'ailleurs. Et en fait la veille de mon retour en France, je vais avoir mon premier rapport en fait, sauf que c'est un rapport forcé. C'est pas du tout consenti, mais je sais pas comment vivre ce qui vient de m'arriver en fait. Je sais pas si c'est normal, si c'est pas normal. À ce moment-là, tu savais pas si c'était un rapport forcé, en fait, tu comprenais pas que... En fait, pour moi, c'était forcé. Vraiment, je voulais... Tu l'avais compris à ce moment-là déjà? Oui, parce que vraiment, j'avais mis de la résistance. Oui. Mais je savais pas si dans le cadre du couple, c'était normal. Okay. Parce que moi, j'ai vu mes parents être violents tout le temps. Oui. Même dans la violence, finalement, hop, ils étaient ensemble. Oui. Et donc, je comprenais pas si c'était ce que je devais vivre, en fait, dans le couple. Mais bon, du coup, je rentre en France comme ça. Et cet épisode-là, en fait,
je vais commencer à... Il est traumatisant pour toi. Voilà, c'est très traumatisant. J'en parle à personne et j'ai commencé à boire un peu plus, à être un peu plus dans les soirées. Je vais être un peu plus à l'aise dans les flirts, voilà, avec les garçons et tout ça. Et moi, je pense que c'est normal. Enfin, à ce moment-là, je sais pas que c'est déclenché par cet événement-là. Par cet événement. Mais bon, et puis aussi, je veux dire, en même temps, je suis dans exactement la même chose que vivent les étudiants. Hein. Ils sortent, ils boivent, ils flirtent. Donc je me dis, c'est normal finalement. En fait, avant, j'étais pas normale, maintenant, je suis normale. Après, ceci dit, on reste quand même toujours dans la recherche de ce fameux qui va t'aimer. Tu le cherches finalement chez ce premier copain. Et puis, même s'il a cet acte qui est complètement... qui est illégal déjà, et qui est ultra déplacé et blessant pour toi, et destructeur pour toi c'est de te dire aussi, je le supporte parce que lui il m'aime peut-être, ou c'est sa manière de m'aimer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, lui, très vite, il dit qu'il m'aime, il a des projets de mariage, en fait, donc moi, en fait, c'est ça. Je me dis, ma mère, elle a tort, en fait. J'en ai trouvé un. Il y a quelqu'un qui m'aime. Mais bon, finalement, il m'aime d'une façon très particulière. Hein. Et donc tu mets un terme à cette relation. Cette relation, elle dure pas. Elle va terminer. Je rentre en France et après quelques semaines, elle va mourir d'elle-même, cette relation. Et donc, comme ça, après, tu vas de moyen de chercher cet amour en moyen de chercher cet amour, c'est-à-dire on a parlé des soirées, de la désinhibition, du flirt avec les garçons, etc. Tu rentres aussi dans une forme de violence envers toi-même finalement, envers ton propre corps. Tu parles d'anorexie mentale extrême. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce thème? Parce qu'on a l'habitude d'entendre parler d'anorexie, mais anorexie mentale, qu'est-ce que c'est selon toi la différence? Et puis extrême En fait, l'anorexie mentale, c'est... En fait, souvent, l'anorexie, c'est vraiment propre au corps, en fait. L'anorexie mentale, en fait, ça va démarrer par... souvent, ça va être des paroles dévalorisantes qui vont faire naître ensuite ces troubles de comportement alimentaire. Donc là, on sait qu'il y a déjà un terrain qui a déjà été semé plus tôt dans ton adolescence, même voire dans ton enfance. Et là, ça ressurgit en multiplié. Oui, ça ressurgit, parce qu'en fait, je vis cette vie étudiante hyper débordante, mais au fond, je suis vraiment pas bien. Et moi, tout ce que je veux, c'est mourir, en fait. Et donc, je vais me réfugier un peu plus dans cette malnutrition. Je vais de moins en moins manger. Je vais me priver volontairement. Je peux passer 3, 4, 5 jours sans manger un seul repas. Parfois faire des crises, parfois j'arrive à l'hôpital, en fait, je fais des malaises et je mange seulement quand je fais un malaise. Donc voilà, moi j'attends juste de disparaître, en fait. Et pire encore, en fait, je me fais du mal. Je vais commencer par exemple à brûler des cigarettes sur mon corps. Des allumettes, je vais essayer de me taillader les veines. De la scarification, des choses comme ça. Mais ça, j'en parle à personne. J'en parle pas. Et encore une fois, tout ce que les gens ils voient de moi, ce que je rejette, c'est je suis une jolie fille, je suis mince, je veux juste prendre soin de mon corps. Mais c'est pas ça. Je suis vraiment. Tu souffres à l'intérieur. Je souffre vraiment à l'intérieur. Et alors il y a aussi quelque chose que moi j'aimerais dire en tant que pasteur aussi, c'est que cet événement que tu as vécu qui est traumatisant, finalement c'est comme si au travers de ça le diable essaye de te voler. J'ai fait une prédication il y a peu de temps là sur le corps, l'importance du corps, et quand on vient nous voler comme ça quelque chose au niveau du corps, alors il y a deux façons de réagir, soit il n'y a plus aucun contact qui est possible, et puis notre corps maintenant on le garde précieusement de manière à ce que, et même presque on le surprotège, là où maintenant une relation normale devrait revenir et reprendre la place, alors on donne plus du tout accès, ou à l'inverse on le dévalue complètement et
on n'en prend plus soin. On va être hyper violent envers nous-mêmes. On a parlé de l'automutilation, de la scarification, etc. Donc tu rentres dans une violence par rapport à ton propre corps, l'anorexie aussi, mais au-delà de ça, même dans la vie sexuelle qu'on va avoir aussi, on le dévalue complètement, et finalement, le fait de se donner à une multitude de partenaires, ou sans forcément que ça aille jusqu'à l'acte sexuel, mais de considérer le flirt, de considérer ces choses comme ça comme quelque chose de normal, on dévalue complètement notre corps, et c'est quelque chose qui est destructeur pour nous, parce que c'est une forme aussi de violence qu'on se fait à soi-même. Je sais pas si vous me rejoignez dans ce que je suis en train de dire, mais et je pense que c'est important de le redire aussi pour ceux qui nous écouteraient. Notre corps a une importance, a une valeur qu'il faut protéger, quoi. Et voilà, Dieu est capable évidemment de restaurer là-dedans, on va en parler après, mais de prendre conscience qu'il n'y a rien qui est anodin à ce niveau-là. C'est une période qui est ultra difficile dans ta vie, et une période qui va entraîner, et on le sait, hein, quand on est dans des périodes de souffrance comme ça, finalement notre premier réflexe, ça va être de céder soit à des péchés, à des penchants, et aller de plus en plus mal, de mal en pis, comme on dit. Et donc tu décris donc t'as à peu près 24 ans à ce moment-là, et tu décris cette période de ta vie avant de rencontrer le Seigneur comme des derniers échecs successifs qui arrivent. Tu te lances dans des relations avec un homme plus âgé dans un premier temps, avec une rupture difficile, et puis après ça, je passe rapidement là-dessus, mais après ça, du coup, tu te mets aussi dans dans le sugar dating, c'est ça? Ouais. Ça, je sais pas si c'est après ou avant. En fait, c'est pendant, je suis encore à la fac à ce moment-là, donc j'ai 22, 23 ans. Et donc, le sugar dating, je sais pas si vous connaissez. Tu penses que tu peux en dire ce que c'est? Le sugar dating, en fait, ça inclut un sugar daddy, une sugar baby. En fait, le sugar daddy, c'est un homme plus âgé, riche, qui cherche des relations avec des jeunes filles, souvent des étudiantes, en échange de moyens financiers, des cadeaux, de l'argent, des trucs comme ça. Un peu de l'escort girl, quoi. C'est ça, c'est de l'escort girl, un peu moderne, on va dire. Et en fait, moi, à la base, je veux pas me lancer dedans. Ce sont mes copines de fac, en fait, qui... moi, je découvre un article, c'est une sugar baby qui témoigne de son truc. Je suis hyper choquée par ce qu'elle vit, je le partage à mes copines. Et elles me disent « Ah non, mais il faut que tu comprennes, elle a peut-être ses raisons. Bon, ok. » Et elles me disent mais moi, ça me choque, parce qu'en plus, elles sont chrétiennes. Alors, je me dis, là, c'est complètement bizarre. Moi, je commence à boire, je sors, elles trouvent ça pas normal. Mais par contre, ok. Et elles me disent, mais toi, comme t'es mignonne et que t'es mince, vas-y, inscris-toi. Et t'essayes, et puis si ça fonctionne, on s'inscrit aussi. Et moi, j'ai pas envie, du tout. Mais je vais m'inscrire, mais pas pour essayer, mais comme ça, on parcourt ensemble les profils, c'est tout. Et ça s'arrête là. Pour ma part, ça s'arrête là, j'y retourne plus du tout. Sauf que ce profil-là, je vais pas le supprimer. Et ça va les dégoûter un peu de moi. Alors, pourtant, elles sont à l'initiative de quelque chose quand même. Hein. Mais voilà, elles sont déçues de moi parce que voilà, j'ai trop changé. Je fais des choses que je faisais pas avant. Et donc voilà, elles vont me rejeter. Elles vont couper les ponts avec moi. Et du coup, je me retrouve toute seule en fait. J'ai plus d'amis, j'ai plus personne qui m'aime. Et quelques mois après, je vais me rappeler de ce site-là. Et puis je me dis, bon, ça tombe bien, je dois payer mes frais de scolarité. Voilà, une pierre deux coups, quoi. Et je vais m'inscrire sur ce site-là. Et en fait, oui, pendant 4-5 mois, en fait, je vais fréquenter ces hommes-là, en fait. Honnêtement, moi, j'y prends aucun plaisir dans ce que je fais. Mais je me dis, je sers à quelque chose. Je sers à quelque chose, je suis appréciée pour ce que je fais, je reçois de l'attention. Donc voilà, je vais faire ça pendant quelques mois. Puis voilà, c'est tout. Hein. Puis entre-temps, à la fac, je rencontre une nouvelle amie.
une nouvelle amie c'est mon binôme de télé d'anglais en fait, et en fait c'est une chrétienne. Au début je sais pas qu'elle est chrétienne, mais je commence à comprendre parce qu'elle me parle de sa situation avec son fiancé, ils peuvent pas dormir ensemble, il a des problèmes de logement. Oui, mais alors on est sur une chrétienne qui est vraiment une chrétienne convaincue. Mais moi je comprends pas ça parce que je connais Pourquoi les chrétiens sont je connais pas ces sac, chrétiens là, et je dis mais elle m'embête avec juste dors avec lui quoi, tu vois. En même temps, tu peux pas lui trouver un logement, je comprends pas, et donc c'est tout. Mais elle m'intrigue vraiment. Elle dit pas qu'elle est chrétienne, hein, mais en fait, pendant ce temps-là, en fait, pendant 6 mois, tous les vendredis, elle me dit tu veux pas venir ce soir avec mes amis, on va parler de la Bible. En fait, elle m'invite à un groupe de maison. Et moi, ça me fait très très peur, hein, parce que les chrétiens que je connais sont pas très gentils. Et puis jusqu'à maintenant, alors on n'en a pas parlé, mais tu connais des chrétiens dans ta vie quotidienne, mais tu as peu de contact finalement avec ce qui peut se faire au niveau d'une assemblée, d'une église, d'une réunion de chrétiens un peu plus formelle, ou comme nous on les connaît, ou même un groupe de maison. T'as jamais eu de contact avec ça? Alors j'ai eu un contact très très bref quand j'étais ado, parce que j'ai une grande sœur qui fréquentait les églises évangéliques. Okay. Mais j'ai pas. T'avais d'autres problématiques à l'époque. En fait, je veux dire, ce que je voyais dans l'église me gênait parce que, je pense que c'est une église qui manquait d'équilibre parce que, dimanche après dimanche, c'était les mêmes personnes qui entraient en transe et qui se faisaient délivrer. Donc moi, c'était plutôt la culture du semblant que je voyais que, donc voilà, j'ai quitté, c'est tout, quoi. Et donc pour moi, les chrétiens font semblant, voilà. Oui, et c'est cohérent avec tous les amis chrétiens que tu vas avoir après. Vécu, quoi. Et puis même dans cette église où j'y étais allée, je me rappelle, on est dans le temps de la louange, et c'est le chant, je crois, Je te donne mon cœur. Je le connaissais pas, moi. Et à un moment donné, celui qui conduit la louange, il croise mon regard, et il dit si tu connais pas les paroles, ferme les yeux, fais semblant, c'est pas grave. Donc je sais que ça m'est il parle de moi, tu vois, et je me dis pourquoi je devrais faire semblant en fait. Tu peux pas nous donner l'adresse qu'on n'avait pas sur donc voilà, donc je me suis dit bon là j'ai rien à y faire, voilà, c'est tout. Et donc finalement donc elle essaye de t'inviter à ce groupe de maison là quand même pendant 6 mois. Pendant 6 mois, hein. Pendant 6 mois, et je refuse à chaque fois, j'ai toujours d'autres choses à faire et tout. Et en parallèle de ces invitations, tu rencontres un jeune homme plein de qualités qui est assis à ce moment à ta gauche. Son petit non, alors avant ça, je rencontre quelqu'un d'autre. Hein, mais, quoi c'est pas lui alors. Toi, t'arrives juste après quand même. C'est vrai. Non, T'arrives juste as après. une relation avec un gars qui se finit. Ouais, qui se finit, oui. Et tu décris ça comme une rupture qui est difficile? Oui, c'est difficile parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui tombe très vite amoureux. Il veut se marier avec moi. Il dit bon, ok, j'ai trouvé celui... voilà, avec qui je vais réussir enfin. Et bon, finalement, ça se termine très mal parce que, en fait, ça dure 3 mois, mais j'apprends au bout de 2 mois que c'est un franc-maçon. Et vraiment, tout au long de cette relation, je sens beaucoup de pression sur moi qui n'est pas normale. Tu sens une pression spirituelle? Ouais, je sens vraiment une pression spirituelle. On a parlé des compagnons du devoir dans l'épisode précédent, là, voilà, c'est les francs-maçons, on en a pour tous les goûts. Hein. Oui, et il y a vraiment cette voix, en fait, quotidiennement qui me dit fuis. Vraiment, c'est audible. Ouais. Mais moi, je ne sais pas à quoi associer. Voilà, je me dis, je délire, en fait, n'importe quoi. Et puis bon, je découvre qu'il est franc-maçon. Il y a même une enquête qui avait été menée sur ma vie et tout. Voilà, c'est parti loin, quoi. C'est parti très loin, et donc voilà, je fuis, en fait. Et donc tu sens qu'il y a un impact spirituel qui t'amène à faire en sorte que cette relation s'arrête. C'est toi qui décides d'y mettre un terme? Oui. Ouais, donc c'est toi qui obéis finalement à la voix que tu entends. Et pour le meilleur, puisque du coup tu rencontres Simon qui est ici. Mais avant de rencontrer Simon, elle rencontre Jésus, ce qui est quand même, ou en parallèle d'ailleurs, on ne sait pas. Comment ça s'est passé? Je rencontre pas Jésus encore. Hein. Je suis là vraiment, je suis vraiment, je cherche Dieu. Je commence vraiment à chercher parce que voilà, encore voilà cet échec dans la relation. Cet échec, et puis vraiment la vie que menait cette chrétienne à la fac, la dernière que je rencontre, elle m'intriguait vraiment. Et la dernière chance qu'on a eue, je savais pas que je la reverrais plus, mais elle me dit, il faut vraiment que tu viennes ce soir. Elle insiste, viens, parce que ce soir, on va parler de ce que pense Dieu de la femme, en fait.
Et alors, quelque part, j'étais curieuse, mais j'avais très très peur. Et quand même, dans ma tête, je me suis dit, mais Dieu pense quelque chose de moi. Donc, en parallèle, je vais commencer à ouvrir la Bible, en fait. Je vais essayer de chercher des réponses. Et voilà, je rencontre Simon en même temps. Tiens, c'est marrant. Ce serait marrant d'avoir l'autre version. À ce moment-là, toi, comment tu... on n'est pas là pour faire ton à propos. Oui, voilà, on n'est pas là pour ça, je crois. Un petit peu... Bah, vous n'êtes plus qu'une seule chair, quoi. Donc, oui. Mais donc, à ce moment-là, comment vous vous êtes rencontrés, en fait? Alors... Ta version de l'histoire. J'ai une version courte parce que c'est pas moi à propos. Moi, à l'époque, j'allais dans cette église-là. Mais donc la porte ouverte chrétienne. Voilà, j'y allais pour des mauvaises raisons. Parce qu'en fait, j'étais avec une fille. Avec cette fille-là, on a rompu à cause d'une autre fille. C'est pour ça que je vais faire très court. Et donc, à ce moment-là, j'étais plutôt dans un esprit un peu... je flirte à gauche, à droite, tout ça. Et j'étais pas très bien dans ma peau. Et je commençais à faire du somnambulisme vraiment très poussé. C'est-à-dire que j'arrivais plus à distinguer quand je dormais ou quand je dormais pas. Et à ce moment-là, en fait, c'était sur Facebook, j'avais fait un commentaire. Et elle avait liké un commentaire où il y avait peut-être plusieurs centaines qui avaient liké. Hein. C'était vraiment un top commentaire. Et en gros, je sais pas, moi dans la nuit, je rêve que je retourne sur le commentaire, que je défile les gens et tout, que je vois elle et que je l'ajoute. Mais que elle. Hein. Et donc... Et le lendemain matin, tu vois, je me suis dit, il était bizarre ce rêve, je comprenais pas. Alors parce que moi, mes rêves, en fait, à chaque fois, c'est des trucs vraiment très pragmatiques, quoi, très, très de la vie du quotidien. Et c'est sûr qu'un rêve où tu retournes sur un commentaire pour inviter quelqu'un, c'est un rêve qui vend pas du rêve, quoi. Et donc voilà, et donc pour moi, c'était un rêve, machin et tout. Le lendemain, je vais au travail, je crois, je sais plus, c'était en semaine ou je sais plus quoi. Et à un moment, je vois que c'est écrit dans mes notifs Facebook, elle vous accepte en ami. Et moi, je me dis, bah attends, c'est bizarre ce rêve. Tu vois, et je regarde et je fais ah non, c'était pas un rêve en fait, je l'ai vraiment rajouté. Et donc après on commence à parler comme ça naturellement sur Facebook, on commence à avoir une relation d'amitié parce que moi en fait c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Après je reste quand même un garçon, tu vois, je me dis bon bah on est amis et puis pourquoi pas plus. Donc là déjà surtout qu'à l'époque t'étais converti mais c'était le début. J'étais pas converti, c'était le début où sympathisant, j'étais sympathisant, j'étais chrétien quasi pratiquant. Et donc voilà, on commence à avoir une relation où on se parle beaucoup et tout, où justement on a le temps de construire, peut-être par écrit, mais au moins on a le temps de construire. Ce que je ne faisais pas avec les autres personnes que je fréquentais à l'époque. Et donc voilà, et un jour j'apprends qu'elle a rompu avec le monsieur là. Le monsieur. Et elle me le dit une semaine après, je fais mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que moi comme ça, sinon j'aurais pu engager la deuxième, j'aurais pu accélérer le process. Et donc je lui dis bah, je viens sur Paris et tout, et sur Paris justement on se rencontre pour la première fois, parce que j'estimais moi que je devais pas la rencontrer tant qu'elle était avec quelqu'un, par respect pour elle, pour le couple. Enfin voilà. Et donc justement on s'est rencontrés comme ça sur Paris, et ça a très vite matché entre nous deux. Alors qu'on était tous les deux des âmes détruites, donc on se faisait du bien et du mal en même temps. Quand c'était en joie, c'était très euphorique, mais dès lors que c'était en mal, c'était très électrique. Conflictuel. Ouais. Voilà. Et toi, Anna, comment tu vis ta première rencontre avec Simon? Est-ce que tu te dis, bon, bah, c'est une relation de plus et on verra bien où ça nous mène, ou est-ce que tu te dis, enfin, j'ai peut-être trouvé le bon? Bah non, je me dis pas ça, en fait. Parce que... Ou tu te dis rien? Non, parce qu'en fait, justement, moi, quand je rencontre Simon, je suis pas dans une optique de me mettre en couple avec lui, en fait. Ouais. Là, je pense que je veux juste être tranquille. Bon, voilà, finalement, on se met en couple. Et Elle l'a dit avec tellement de joie. Non, mais parce que je réfléchis en même temps. Et finalement, je me dis, bah, je verrai bien où ça nous mène. Mais quelque part, en fait, dans les échanges qu'on avait à l'écrit, moi, très rapidement, je vais me confier à Simon. Ouais. Je vais être très transparente sur ma vie, sur ce que je vis. Et c'est vraiment une relation d'amitié au début. Ouais. Et en fait... alors bon, déjà, quand il me dit il est évangélique, ça vraiment... Ça te rebute un peu. Voilà, je suis vraiment... ouais, ça m'irrisse, en fait. Mais finalement, il n'a pas l'air d'être dans le semblant. Vraiment, ça va être très sincère, toujours à l'écoute. Et même dans ce que je vais lui confier, sur ce que je vis, le sugar dating, tout ce que j'ai pu vivre et faire, il ne va jamais être dans le jugement. Beaucoup d'écoute, il va essayer de comprendre plutôt qui je suis. Et c'est la première fois que quelqu'un essaie de comprendre ce que je suis. Ou de s'intéresser à toi, quoi. Ouais, réellement. Et donc, du coup, moi, je suis contente d'être avec Simon. Je me dis, bon, on verra
ce qui va nous arriver. Quand même. Et donc, voilà, comme il dit, c'était vraiment très conflictuel. Ça ressemblait un petit peu à ce que vivaient mes parents. En fin de compte, je savais pas réceptionner l'amour qu'ils me donnaient. Je savais pas comment faire. Et comme autant en moi, il y avait tellement de colère, d'angoisse aussi. Donc, tout ce que je pouvais communiquer, c'était agressif. Ouais. Et parfois, voilà, comme dit, il y avait des moments, c'était cool. Et quand il y avait un conflit, parfois, j'en venais aux mains. J'étais très insultante aussi. Et, mais c'était ta seule manière de c'était communiquer. ma seule façon. Oui, c'est ce que tu as vu. Je savais faire que ça. Et lui, en fait, il était toujours dans le pardon. Et ça m'a vraiment touchée. Et en fait, je me suis dit, il faut que je comprenne comment il arrive à faire ça, pourquoi il fait ça. Et puis un jour, je lui ai dit, je vais te suivre dans ta secte. Elle a toujours des mots bien choisis. Hein. Non, mais à l'époque, du coup, c'est comme ça que je voyais les chrétiens évangéliques, en fait, parce que c'est seulement ça que j'avais pu voir, en fait. Et finalement, je suis venue avec beaucoup de méfiance. Et on a vu. on a vu. Elle a fait un peu comme moi. Elle avait un regard plus terrifiant que le tien. Elle venait avec une épée comme ça pour approcher les gens et tout. Mais ce qui est important de dire avant que tu continues, c'est qu'elle a parlé de la violence. La violence, c'était pas que de son côté, c'était aussi de mon côté parce que j'étais pas encore converti. Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que je comprenais la Bible, je comprenais Dieu, mais je le vivais pas avec mon cœur, je le vivais plus avec ma tête. Je savais comment il fallait aimer, comment il fallait être dans la compassion, dans le pardon. Mais quand on fait les choses par nous-mêmes et sans l'esprit de vie, sans le laisser faire, en fait, j'arrivais vite à une limite, en fait. Donc le pardon, j'y arrivais toujours après le conflit. Mais je veux dire, durant le conflit, ben voilà, parfois moi je répondais, parfois même j'étais à l'initiative de la violence, qui fait que voilà, on n'a pas construit notre relation sur un bon terrain. En fait, il y a un double travail de construction. Il y a la construction de vos âmes et de votre conversion, et puis en même temps la construction de votre couple qui s'est fait en même temps, quoi. C'est vraiment assez atypique, honnêtement. Oui, et justement, c'est en ça où parfois je me dis, j'aurais bien aimé avoir eu plus de temps pour guérir mon âme. Et je pense qu'Anna a eu aussi ce truc-là. Mais Dieu a fait les choses comme il l'a voulu, peut-être pour qu'après on puisse le voir agir miraculeusement dans certains domaines. Mais c'est vrai que c'était très difficile, autant de son côté que du mien, dans la construction de notre couple, sachant qu'on n'était pas vraiment convertis, que... Enfin, moi j'étais à l'église, mais Anna elle n'y était pas, et justement c'était très dur de se construire. Et c'est vrai qu'avec Anna il y avait quelque chose de particulier, c'est que c'était pas comme mes autres relations où je me disais bon tant pis, dès que ça me saoule j'arrête. Là c'est vrai qu'à chaque fois j'étais persévérant dans le truc là, alors que tous les voyants étaient au rouge, quoi, pour le coup. Et c'était dans les deux sens, ça. Et du coup, alors vous construisez comme ça, et toi, Anna, tu vas décrire une conversion radicale. Bon, Simon aussi, mais c'est pas ton propos. C'est pas mon propos, arrêtez. Hein. Donc, toi, Anna, tu vas décrire une conversion radicale, et du coup, c'est une conversion qui va se passer chez nous, à Reims. Mais donc, t'es partie de la région parisienne pour venir t'installer ici, avec Simon? En fait, non, j'étais encore en région parisienne. À ce moment-là, je venais les week-ends pour voir Simon, en fait. Et puis après, pour venir à l'église. Parce que voilà, j'ai quand même été touchée par les gens dans l'église. Je me suis dit, finalement, ils font pas semblant. Donc finalement, c'est aussi c'est pas tant les messages ou la louange, mais plus l'amour fraternel qui était là. C'est vraiment l'accueil, vraiment le premier accueil que j'ai eu m'a vraiment touchée. Je me rappelle de ta maman qui m'a accueillie. Et c'était sincère. Ils attendaient rien de moi en retour, en fait. Et du coup, je voulais revivre ça. Bon, au début, ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis posé des questions, est-ce que c'est réel ou pas? Mais vraiment, je voulais voir ce qu'il y avait derrière tout ça. Donc, je venais. Et donc, je venais. Mais en fait, entre-temps, c'est vrai que la relation avec Simon, c'était très, très bancal. Et je me suis dit, bon, je vais le perdre. Et comme il aime l'église, je vais venir à l'église pour lui. Donc finalement, je venais beaucoup plus pour lui que pour réellement avoir une relation avec le Seigneur, pour vivre quelque chose avec le Seigneur. Et en fait, va se passer que vraiment le dimanche, la veille d'une semaine de jeûne, on va se séparer en violence, vraiment, c'est très violent. Moi, le lundi matin, je rentre à Paris, de toute façon j'ai cours, donc je dois aller à l'école.
Et en fait, je suis convaincue que je dois aller à cette semaine de jeûne. Par chance, Fred, il travaillait juste à côté de chez moi à cette époque-là. Donc, un petit message, est-ce que tu peux m'emmener à Reims ce soir? Ok, pas de souci. Donc, j'arrive à Reims pour cette première soirée de jeûne et prière. Simon et moi, on s'embrouille devant l'église comme pas possible. Mais moi, en fait, je comprenais pas que je devais pas venir pour lui, en fait. Mais j'essaie quand même de rattraper quelque chose avec Simon. Mais c'est tout. J'ai eu ma première soirée très, très, très difficile. Mais quand même, je reçois une parole du Seigneur. Une première parole du Seigneur qui me dit qu'il a quelque chose pour moi. Qu'il veut me transformer ma vie. Mais voilà, j'en prends pas compte. Et le souci que j'ai, c'est que, ok, je viens sur Reims, mais en fait, j'ai nulle part où aller, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Et donc, je parle avec un frère très gentil, Dany, qui prie pour moi, et il va me présenter à une autre sœur qui va m'héberger pendant toute la semaine, et on va rester en colocation pendant un petit moment encore. Et je suis très touchée, parce qu'en fait, avec cette sœur, au début, on s'entend vraiment pas. On est, voilà, comme chien et chat, on se lance des piques tout le temps. Et là, je me dis, bon, c'est une fille qui je fais la misère, mais elle veut bien me garder chez elle. Mais elle me le rend bien aussi. Voilà. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que... Vous connaissez Jetida. Et donc, voilà, donc je passe la semaine chez elle. Deuxième soir, je reviens. Très, très dur. Et en fait, le mercredi, dans la journée, j'ai un temps de prière avec cette sœur. Et elle me dit, mais il faut que tu lâches prise. Il me dit, si tu lâches pas prise, Dieu, il pourra jamais, en fait, changer tout ce que tu as dans le cœur et changer ta vie, en fait. Et du coup, je comprends pas ce qu'elle me dit, en fait, sur le moment. C'est vrai que c'est un langage, un jargon très évangélique. Il faut que tu lâches prise. Je comprends pas, mais voilà, je vais passer un moment dans la prière, vraiment dans l'après-midi. Et le soir, en fait, quand je viens à l'église, je viens pas pour Simon, en fait. Je viens parce que je veux vraiment voir le Seigneur, en fait. C'est pour toi devant Dieu. C'est vraiment pour moi avec Dieu. Et voilà, pendant le temps de la louange, en fait, il y avait le chant « Je m'abandonne ». Et j'ai vraiment pris ce chant, c'était pas juste un chant, en fait. C'est devenu comme une prière, vraiment. Et à ce moment-là, Dieu me parle, vraiment. Et il me dit qu'il m'aime, voilà, qu'il m'a toujours aimé. Et je sais que, enfin, c'est le pasteur qui a une parole, en fait, pour moi. Et en fait, voilà, Dieu m'aime, il m'a toujours aimé. Je sais que ça m'est adressé parce qu'il dit, tu viens depuis un moment, mais tu fais semblant, tu viens pas pour moi, tu viens pour quelqu'un d'autre. Donc, clairement, je sais qu'il me parle, mais vraiment, le Seigneur me dit qu'il m'aime et qui, en fait, de toute petite, il sait ce que je vis, il m'a toujours aimé, il m'a toujours recouverte, en fait, de sa main. Et que c'est ce soir, en fait. Ce soir, si je lui donne ma vie, il va rétablir tout l'ordre dans ma vie. Et je lui donne ma vie. Vraiment, simplement. Et ce qui va se passer, dès le lendemain, on se remet ensemble. Après, lui, il aura son expérience pendant cette semaine-là de jeûne et tout. Mais on parle pas de lui. Non, mais parce qu'en fait, lui aussi, il s'est converti le même jour, en fait. Il a aussi reçu, le Seigneur lui a parlé le même soir, en fait. Et en fait... C'est partie 2 pour avoir l'autre versant de la montagne. On se consentira. Et en fait, dans la semaine qui suit, je suis totalement guérie de l'anorexie. J'ai plus aucun dégoût pour la nourriture. Il n'y a rien de progressif, c'est vraiment direct, en fait. Ça accompagne, et tu sais que c'est vraiment la main de Dieu, parce que depuis ton adolescence, ton enfance, ça te suit, et là... ça fait 12 ans, en fait, que je suis dedans, et pour moi, c'est pas naturel. T'avais déjà essayé de t'en sortir par toi-même de l'anorexie? Même pas, en fait. Ça m'est jamais... J'ai jamais pensé. Pour moi, c'était... Je souffrais dans l'anorexie, mais c'était aussi mon réconfort, en quelque sorte. Et non, en fait, là, cette anorexie disparaît. Mais bon, j'ai toujours quand même le souci du regard des autres. Donc voilà. Mais quand même, donc je commence
ma vie d'église, ma vie de chrétienne. Je commence à servir dans le quartier libre. C'est vrai que vous étiez là à l'époque. Et, et en fait, Dieu met dans mon cœur en fait de demander pardon aux gens que j'ai blessés. Donc même mes amis de la fac qui ont été très durs avec moi. Mais voilà, donc je vais reprendre contact avec elles, leur demander pardon et tout ça. Et je commence à rétablir une relation avec mes sœurs, avec lesquelles j'avais plus du tout de contact. Et Dieu permet que j'ai une discussion avec ma maman, une discussion sincère, qui pour moi était très très dure à l'époque, pour parler avec elle. Et en fait de mettre des mots sur tout ce que j'ai pu vivre avec elle. Et peut-être aussi sur ce que j'ai pu lui faire vivre. J'étais une ado, je sais que j'ai eu ma part aussi. Enfin, voilà, je ne suis pas responsable de ce qu'elle a fait, mais moi j'ai mes responsabilités. Et en fait, je lui demande pardon, mais je vais aussi lui accorder mon pardon. Et sans effort, en fin de compte. Donc, presque d'une manière miraculeuse. Oui, et je sais que ça ne vient pas de moi. Parce que la veille encore, ma mère m'irritait. Mais là... Cet acquiescement était vraiment sensation. Mais là, et puis le Seigneur, enfin voilà, il me révèle aussi des choses que je ne voyais pas quand j'étais enfant. Sur la condition de ma maman, sa situation. Donc il me rend sensible aussi à certaines choses. Et voilà, donc il y a cette demande de... Ce pardon en fait que j'accorde à ma mère, je pense qu'elle ne comprend pas ce qui se passe sur le coup, tu vois. Et en fait, ce même jour, en fait, pour la première fois, ma mère va me dire qu'elle m'aime. Donc voilà. Et ça m'aide aussi après dans la construction. La même année, je vais prendre le baptême aussi. Mais voilà, je reste quand même Anna. Donc voilà, je reste toujours voilà, dans la comparaison. J'ai du mal avec les gens. Je prie pour ça vraiment, pour que le Seigneur... voilà. T'as conscience de ça et qu'il faut que ça change. J'ai conscience parce que ouais, le Seigneur en fait, il me révèle aussi qui je suis. Il me révèle qui je suis. Et en fait, dans l'Église, en fait... je vois réellement la sincérité des gens. Les gens font pas semblant. Et je me dis, s'il y a quelque chose qui les froisse dans mon caractère, c'est pas juste parce qu'ils veulent pas m'aimer. C'est parce que vraiment, il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon et qu'il faut changer aussi. Donc voilà, je travaille à ça. Et en fait, cette même année, je vais aussi connaître des oppressions voilà, spirituelles. Où je pense pendant 6 mois, tous les soirs, je vais faire des cauchemars, enfin des rêves associés à la mort. Donc soit je suis poursuivie par quelqu'un qui veut me tuer, quelqu'un de ma famille qui veut me tuer, ou alors je me réveille toutes les nuits à la même heure et il y a vraiment comme si quelque chose qui m'oppressait en fait, réellement. Et ça, au début, j'y prête pas attention, mais ça m'angoisse en fait. Ça m'angoisse énormément. Je me dis, je sais pas, j'ai fait la préparation de baptême, on a prié pour les liens et tout. Mais voilà, donc je fais pas le lien avec ce que j'ai pu vivre dans ma famille. Sauf qu'il y a vraiment un soir où, une nuit où là, vraiment, dans le rêve, ça sent vraiment la mort. Vraiment, et moi, ça me fait très très peur. Et Simon me dit, tu devrais en parler au pasteur. Et du coup, je vais voir José. Et là, il me repose la question sur voilà, s'il y a eu de l'occultisme et tout ça. Et quelque chose que peut-être je ne l'avais pas dit, mais je n'ai pas pensé, c'est que, voilà, je reviens un petit peu en arrière, c'est que ma mère, elle a eu des épisodes comme ça où elle jetait du sel en fait sur la porte de ma chambre. Ça arrivait quelques fois, 3 ou 4 fois. Et où elle pensait que ma petite sœur et moi, on avait des démons en nous. Oui, c'est pas et juste donc, pour assaisonner voilà. la porte, c'était vraiment un rite. Une porte au sel, et donc, moi, c'est la seule chose en fait qui me vient en tête. Et donc voilà, on prie pour ça. Et aussi à savoir que moi, quand je faisais mes cauchemars-là, au début, je laissais passer, mais il y a des moments où, quand je criais le nom de Jésus, en fait, je me réveillais.
voilà, je me sentais plus oppressée en fait comme ça. Mais c'était libérateur à Voilà, ce moment-là. vraiment. Et donc voilà, on prie avec le pasteur et puis bon voilà, prière efficace. Dès le lendemain, il n'y a plus de cauchemar, je me sens plus oppressée dans la T'as nuit. été libérée. J'ai été vraiment libérée complètement de tout ça. Donc tout ça, ça accompagne ta conversion. Et moi, ce qui me semble hyper fort et hyper profond, c'est toute cette relation qui va être rétablie finalement au travers du pardon. Et c'est important de le dire aussi peut-être à ceux qui nous regardent, et je le répète souvent dans les préparations au baptême, parce que maintenant c'est moi qui l'ai fait et puis mon père, c'est que le domaine du pardon, c'est vraiment miraculeux, quoi. Je veux dire, on a entendu tout ton parcours et à quel point tu as été rejeté, etc. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour toi de faire la démarche d'aller faire la conversation, mais tu l'as dit, le pardon, c'est comme si c'est quelque chose qui venait pas de toi, qui a pas été forcé, qui a pas eu, il n'y a pas eu à forcer la porte pour que ça se manifeste. C'est vraiment Dieu qui a déposé ça sur ton cœur et qui t'a permis de le vivre, mais aussi parce que tu étais dans une démarche de vouloir rétablir la relation. Ouais, complètement. Est-ce que tu me suis dans ce que je... Oui, je voulais rétablir parce que mine de rien, moi je comprends que Dieu a voulu cette famille quand même, et malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, Dieu m'a sauvée et je veux que cette famille soit sauvée aussi, et donc voilà, cette première étape aussi de pardon, pour moi ça ouvre la porte aussi pour introduire Jésus, mais ça va aussi être important dans la maternité pour moi, parce que voilà, on va se marier en 2018 et très vite je vais tomber enceinte. C'est pas une grossesse que je désire, et en fait pire encore, moi j'ai très peur d'être maman parce que j'ai peur de reproduire tout ce que j'ai vécu, tout le schéma familial. j'ai peur de pas savoir aimer cet enfant, et en fait en fin de compte je l'aime pas du tout, je l'aime pas. Je me rappelle, je lui avais donné comme surnom de parasite. Vraiment je détestais ça. Alors, quand tu dis ça, c'est t'as pas accouché encore, c'est j'ai pendant pas la grossesse. Là je découvre que je suis enceinte, et concrètement tous les jours mes prières à Dieu, c'est je demande une fausse couche tous les jours. J'en veux vraiment pas. Et bon, on arrive à la veille de l'écho, on va rentrer dans le 2e trimestre. Et je dis, Dieu, il y a peu de chances que je fasse une fausse couche. Donc s'il est encore là, mes prières vont changer de direction. Échographie, il est encore là. C'est un garçon, je voulais une fille. Donc, donc effectivement, alors la prière change de direction, mais pas le cœur. Voilà, je demande à Dieu de m'aider dans cette grossesse, mais au fond, je veux toujours pas de l'enfant. Finalement, tu rentres dans le fait de faire semblant dans la prière, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce que je vis, en fait, j'en parle à personne, même pas à Simon, parce que j'ai trop honte de ce que je vis. Je sais que je pêche contre Dieu, en fait. C'est un cadeau, ce qu'il me fait, mais tu le vis pas comme ça. Voilà. Et donc, je vais le garder pour moi. Et il y a aussi le côté où moi je travaille pas, Simon c'est le seul à apporter un salaire à ce moment-là, donc on s'inquiète aussi de pouvoir ne pas être dans la précarité avec l'enfant. Et en fait on arrive au mois de novembre, la journée L à Mulhouse, et je suis convaincue qu'il faut que j'y aille. Et en fait à la fin de la journée, il y a un appel, et je me dis c'est le moment ou jamais, c'est le moment où je peux ouvrir mon cœur, je connais pas la personne. Et donc j'y vais, je lui explique ce que je vis. Cette sœur va prier pour moi et elle me dit continue à te confier en l'Éternel. Dans les jours qui viennent, tu vas être délivré. Et moi ok. Ok, c'est pas la réponse que je voulais, mais ok. Je continue à prier. Et je comprends pas en fait ce terme de délivrance, je dois être délivrée de quoi et tout. Et faut savoir qu'en fait depuis mon adolescence, moi je suis rentrée en dépression aussi avec l'anorexie, je suis sous traitement thérapeutique, je prends du Xanax depuis des années en fait, pas pendant la grossesse bien sûr. Et en fait je retourne à Reims et vraiment le lundi en fait, le lundi matin. D'habitude, je me lève, je fais mon ménage, après je lis la parole, et là c'était plutôt
je me suis levée, j'étais fatiguée. Et je dis à Dieu, mais pourquoi, en fait pourquoi je vis ça pourquoi je suis pas heureuse, en fait? Et je vais juste m'asseoir dans le canapé et je vais ouvrir la Bible. Et je vais lire le psaume 139. Je l'avais jamais lu. Je vais lire d'une traite. Bon, je comprends pas trop ce que je dois comprendre. Mais après, je vais le relire. Et en fait, je vais arriver au passage où il dit qu'il me connaissait déjà avant que je n'existe. Et que tous les jours qu'il avait prévus pour moi étaient inscrits. Et à ce moment-là, le Seigneur me visite. Je suis envahie par son amour, vraiment. C'est indescriptible. Je sais, je comprends pas. Enfin, je tremble, je sanglote, mais c'est pas des pleurs de tristesse, en fait. C'est vraiment quelque chose qui sort de moi. Et je sais pas combien de temps ça dure. Ça dure un moment. Et vraiment, après ce moment-là, je me sens en paix. Je me sens vraiment en paix. C'est comme si le fait d'avoir été visité et puis d'avoir ce temps où tu pleures, etc., c'est presque des pleurs de délivrance. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une délivrance. Et c'est... Tu vois, il n'a pas répondu à pourquoi je souffre. C'est un peu comme Job, en fait. Il souffre, il demande pourquoi. Dieu lui dit pas pourquoi, mais il lui révèle, en fait, combien sa grandeur et combien il aime, en fait. Et moi, c'était ça. C'est juste, il m'a montré simplement qu'il m'aimait. Et puis, d'un coup, comme ça, je pose ma main sur mon ventre et je dis mon fils. Je sais pas, j'ai de l'amour pour cet enfant et c'est tout. Donc je vis cette délivrance toute seule dans mon salon. Et en fait, après ce moment-là, les problèmes financiers, en fait, Dieu me met vraiment dans le cœur de ne pas m'inquiéter, qu'il va vraiment prendre soin de nous, il va pourvoir à tous nos besoins. Et vraiment, là, même pour Abraham, on est vraiment bénis parce qu'en fait, on met 0 € dans la préparation de l'arrivée de l'enfant. Enfin, tout nous est offert, tout nous est donné, tout nous est acheté. Même dans les petites choses, ça peut paraître très ridicule, mais un matin, je me réveille, on n'a pas de table à repasser. Je repasse sur le lit, je dis, oh là, j'en ai marre. Et puis, c'était un samedi, je vais à Sentinelle, il y a une sœur qui me dit, ah, tu pars pas trop vite, à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Elle m'apporte une table à repasser. Alors, c'est vrai que je me dis, cadeau, c'est vrai que c'est mais j'étais trop contente. Je me dis, en plus, je ne l'ai pas formulé comme une demande, mais Dieu sait ce que Dieu sait, c'est une petite chose. Hein, mais donc voilà, donc Dieu rétablit vraiment ces choses-là. Et oui, ce que j'ai reçu quand j'étais enfant, Dieu me rassure, en fait. Il me rassure, je suis une nouvelle créature. Et c'est lui qui m'accompagne dans cette maternité. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, et donc, voilà, Et finalement, et je trouve ça super beau de voir que toute ta vie, tu as cherché ta place, tu as cherché ton identité. Et puis finalement, c'est en Dieu que vraiment... Non seulement il va rétablir tout ce qui a été tordu avant, tout ce qui a été brisé, etc. Mais il va te donner vraiment une nouvelle identité et la capacité de vraiment vivre à partir d'une page vierge, quoi. Comme si tout ce qui était avant n'a plus d'incidence. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on finisse avec ça, mais tu nous as parlé en début de ce témoignage d'à quel point c'était compliqué pour toi la relation avec ta petite sœur, etc. Et à la suite de ta conversion, ta petite sœur, elle va venir le jour de ton baptême. C'est la première fois, je crois qu'elle vient. En fait, elle n'est pas venue le jour de mon baptême, elle est venue avant, je crois. La première fois, la première fois qu'elle est venue avant parce qu'en fait on fêtait le nouvel an avec Dany. Oui, c'est ça. encore celui-là. Et je l'ai invitée. Et elle a été touchée parce qu'elle a eu son expérience aussi avec l'église et voilà, elle voit combien les gens sont simples. Ils la jugent pas et elle voit aussi que Dieu change mon cœur.
suis beaucoup moins dans l'agressivité. Déjà, je lui parle, alors que vraiment, je l'aimais vraiment pas, en fait, ma sœur. Et vraiment, j'ai de l'amour pour elle. Elle voit que c'est sincère et donc elle est touchée par ça. Et donc après, elle fait son expérience aussi. Et voilà, bon, pareil, on spoil la fin, peut-être un jour, Gloria, tu seras avec nous, mais maintenant, Gloria a décidé par la suite de venir sur Reims, elle s'est installée, elle est venue dans l'église, on a pu aussi, elle a pu donner son cœur à Seigneur, elle a pu prendre le baptême aussi, et ouais, c'est beau de voir qu'au travers d'une personne touchée, mais le reste de la famille a pu aussi entendre l'évangile, et puis que tout est restauré finalement dans les liens. Alors évidemment, peut-être pas dans une profondeur qu'il y aurait pu avoir dès le départ avec un foyer sain, mais au fur et à mesure Dieu restaure et Dieu rétablit. Dieu rétablit. Est-ce que vous avez des choses à dire, les amis? Ça fait quand même 1h40 qu'on parle là déjà. Wow. Je parle beaucoup. C'est la première fois que je l'entends parler de sa vie. J'avais... Waouh. Non, mais je connaissais ton témoignage, mais c'est vrai que c'est la première fois que je te l'entends dire comme ça pendant plus d'1 heure, et c'est vrai que c'est un témoignage bouleversant, et je pense que ça peut toucher les gens. C'est vrai qu'au niveau de sa famille, ça a été compliqué. Moi, j'étais pas là avant. Aujourd'hui encore, je pense que c'est encore parfois un peu compliqué. C'est toujours des sujets tabous. Mais je lui avais dit il y a quelques mois, je vois au moins Dieu agir. Je vois des choses que même elle ne voyait pas. Et à un moment, je lui dis, mais tu te rends pas compte, t'as ta sœur qui est venue à Christ. Il y a même un de ses neveux qui commence à venir à Christ. Il y a sa mère qui va dans une église qu'on connaît, celle de Château-Thierry. Voilà, je sais que le diable aime détruire, mais je sais que Dieu aime surtout rétablir. Donc moi, j'ai foi encore que c'est le début des choses et que ça va continuer, quoi. Toi, Estelle? Oui, c'est vrai, puis on se rend compte à travers ton témoignage aussi que en fait, le bras de Dieu n'est jamais trop court pour venir sauver quelqu'un, et c'est ça qui est beau dans ton témoignage, parce que tout au long, tu nous dis que tu pensais ne pas être aimé, et en fait, il y a vraiment un Dieu qui nous aime et qui peut venir nous chercher là où on est. Je trouve ça hyper encourageant, et c'est super beau de se rappeler que Jésus, il est venu pour chacun d'entre nous, quoi. Donc, merci pour ton témoignage, moi ça me fortifie en tout cas. Ouais. Ah tu parles bien quand même. Ah bon? J'ai essayé d'oublier les caméras. Un sans faute jusqu'au bout. Un sans faute. Mais écoute, puisque tu parles si bien, tu veux bien finir par prier, Estelle? Très bien. Amen, Seigneur Jésus, merci encore pour ces moments bénis, Père. Je te prie de poser ta main encore sur Anna, Père. Je te prie de vraiment encore l'accompagner dans sa marche avec toi. Que tu puisses, Seigneur Jésus, encore lui montrer, Seigneur Jésus, à quel point tu l'aimes, Seigneur. Nous savons qu'encore ton amour, Seigneur Jésus, est inconditionnel, et je te prie vraiment encore d'agir dans ce foyer, Père éternel, que ta lumière puisse briller, Père, et que ce témoignage puisse encore parler aux cœurs qui ne te connaissent pas, Père éternel. Merci vraiment pour qui tu es, Jésus. Amen. 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 Le Seigneur veut aussi parler à quelqu'un, tu nous regardes en ce moment, et tout le passage sur l'anorexie, ça te parle fortement parce que tu te reconnais dedans. L'anorexie est venue dans ton cœur par des paroles dévalorisantes dans ton enfance, de la même manière que ce qu'Anna nous a partagé, et tu t'es dit en écoutant ce témoignage, mais si réellement c'est vrai, alors Seigneur, si tu es capable de me délivrer, alors fais-le. Et le Seigneur te dit, moi je suis Dieu, je t'aime tel que tu es, et je veux prendre soin de toi. Va dans une église à côté de chez toi, demande à un homme de Dieu qu'on prie pour toi, et je te délivrerai de ton anorexie, te dit Jésus. Amen. 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 Eh bien, écoutez, les amis, merci d'être restés jusqu'à là avec nous pour voir ce témoignage. On est heureux de pouvoir entendre encore toutes ces choses qui nous fortifient, et puis des messages d'espoir pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Passez une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et que vraiment sa grâce soit sur vous. Bisous, les amis. À bientôt. Salut. Ciao. Je suis nul dans les fins, j'arrive jamais à dire au revoir. C'est ce qu'il a fait, Simon. Salut. Et 60 ans d'un coup.